Toi, tu te dis, ah ouais, là, on va être dans le bain tout de suite. Donc, c'est-à-dire que Ok. là, tu vas arriver, tu te prépares presque à tirer dès qu'on arrive. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui t'a marqué sur ta carrière? C'était des missions complètement différentes en Libye, parce qu'il n'y avait pas de personnel au sol. Donc en fait, on faisait de la mission ce qui s'appelle SCAR, c'est-à-dire qu'il y avait un barrage routier que les rebelles avaient instauré avec deux camions, si tu veux, qu'ils avaient mis sur la route. Dans la vision périphérique, tu vois une explosion, mais quasiment dans ton champ périphérique, complètement à gauche. Là. Et tu te dis, là, c'est pas normal du tout. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'armée de l'air avec Maxence Lévy qui va nous raconter son parcours, nous parler un petit peu de lui. Et aujourd'hui, le but, c'est vraiment de tout comprendre sur l'armée de l'air, sur ce qu'est un pilote de chasse, ce qu'il fait, comment ça se passe dans l'armée. Donc abonne-toi et reste bien jusqu'au bout. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maxence Lévy, qui est un ancien pilote de chasse qui est resté 20 ans dans l'armée de l'air et qui aujourd'hui continue de piloter et qui va nous raconter un petit peu son parcours. Merci d'être avec nous, Maxence. Merci à Est-ce toi, que tu Benjamin. pourrais te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours déjà? Bien sûr, bonjour à tous, je m'appelle Maxence Lévy, donc j'ai 43 ans et j'ai quitté l'armée de l'air il y a un peu plus de 2 ans maintenant et je me suis reconverti donc, comme pilote professionnel dans une société qui donc, anime Garon. Donc moi je suis rentré dans l'armée de l'air en 2003, donc j'ai quasiment fait 20 ans, essentiellement en tant que pilote de chasse. Donc il faut savoir qu'une formation de pilote c'est assez long, hein, c'est entre 4 et 5 ans. Et puis ensuite j'ai eu la chance de piloter notamment des Mirage 2000 N, donc un Mirage 2000 biplace qui n'existe plus maintenant dans l'armée de l'air, voilà, qui était spécialisé dans la dissuasion nucléaire. On pourra revenir aussi sur cette mission assez particulière. J'ai fait instructeur pendant 2 ans et ensuite pendant encore 2 ans j'ai rejoint une équipe de présentation de l'armée de l'air qui s'appelait les Cartouches Dorées, donc pour représenter les savoir-faire de l'armée de l'air, puis aussi dans un but de recrutement. Et enfin j'ai terminé ma carrière sur Rafale, encore biplace. Et les 5 dernières années, j'étais instructeur sur ce bel avion qu'est Rafale. Voilà. Génial, super parcours en tout cas. Et comment est-ce que tu as choisi cette voie-là? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, il y a différentes façons qui amènent, généralement, comme on dit, on ne vient pas par là parce qu'on a vu de la lumière par la fenêtre, mais généralement, c'est quelque chose qu'on a envie de faire. Et moi, je t'avoue que c'était si loin pardon, que je me souvienne, et j'ai toujours voulu faire ce métier. C'est-à-dire Depuis que enfant? depuis tout petit. Ok, Ouais. génial. D'ailleurs, je raconte toujours cette anecdote, c'est que quand j'étais petit, j'avais une espèce de petite figurine, tu sais, un Alpha Jet de la patrouille de France en jouet. J'avais demandé, je devais avoir 6-7 ans, j'ai demandé à mon père comment s'appelle la personne qui pilote l'avion. Il m'a dit c'est un pilote de chasse. Et sans l'avoir dit ou verbalisé, j'avais décidé dans ma tête que je voulais faire ce métier et ça ne m'a plus jamais quitté. Voilà, pendant toute ma scolarité, j'ai tout mis, on va dire. Et après, c'est une passion qui se cultive en fait. Voilà, tout simplement. Alors, c'était une époque où il n'y avait pas Internet, YouTube notamment, pour entendre parler de pilotes de chasse. Mais voilà, c'est par des lectures, aller voir des meetings aériens aussi qui m'ont profondément marqué. Tu vois, de voir un avion de chasse évoluer devant moi, ça c'était vraiment quelque chose de marquant, de voir toute cette puissance dégagée. Je me suis dit, je veux absolument faire ce métier-là. J'ai eu la chance de voler en aéroclub aussi, aidé par mes parents. Hein, c'est quand même quelque chose qui est assez onéreux, etc. Mais j'ai eu la chance de commencer ma passion assez jeune. Vers 13 ans, 14 ans, j'ai commencé à piloter en aéroclub. Donc bien avant de savoir même conduire. Et là, j'étais vraiment mordu. Je voulais absolument le virus. Et moi, je voulais absolument piloter des avions performants. Et en même temps, il y avait ce côté, on va dire, chevaleresque presque, que j'avais retrouvé notamment dans des lectures. D'ailleurs, je conseille à tous les jeunes de lire ce livre. C'est Le Grand Cirque de Pierre Klosterman, grand as français de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, j'ai retrouvé cet esprit chevaleresque, servir son pays, et voilà, qu'on retrouve uniquement, je trouve, dans l'armée de l'air. Voilà, c'est un peu le cavalier seul sur sa monture. Voilà, il va sur son avion de chasse et je trouvais ça absolument génial et j'ai voulu faire ça depuis tout petit. Voilà. Génial, c'est un parcours incroyable. En tout cas, accomplir ses rêves d'enfant, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce qu'on se dit, ouais, j'ai envie de faire ça. On se dit ça à tout petit et après on le fait. Ouais. Il n'y a rien de plus beau que ça. Moi, c'était pas un rêve d'enfant, ça arrivait plus tard. Donc c'est vraiment top d'avoir poursuivi ton rêve d'enfant et d'avoir pu le faire. Exactement, j'ai beaucoup de chance. Enfin, je pense, je m'estime très heureux. Voilà, en tout cas d'avoir pu l'accomplir. Voilà. Et après, comment ça s'est passé au niveau du cursus? Du coup, tu es passé par prépa? Non, alors pareil, alors là je vais casser un peu. Bon, alors maintenant ça commence à être beaucoup connu, enfin je veux dire les différents cursus, mais il y a 2 grandes voies pour devenir pilote de chasse, notamment dans l'armée de l'air. La Marine nationale a ses propres pilotes, hein, ils ont des Rafales aussi, mais c'est à peu près équivalent. Il y a un petit peu ce que tu as fait toi, l'équivalent de Saint-Cyr, c'est-à-dire l'école de l'air. Donc là effectivement on appelle ça un peu la voie royale, c'est-à-dire effectivement c'est maths sup, maths spé, un concours ou sur titre. Et là, effectivement, tu peux être orienté soit pilote, mécanicien, où il y a plein de spécialités que recouvre l'armée de l'air. Généralement, ces gens-là, effectivement, pilotes, tu peux devenir être pilote de chasse, hein, tout à fait. Tu le fais à peu près sur une carrière courte d'environ 10 ans. Et un petit peu comme vous, j'imagine, après, rapidement, ils tournent vers le commandement, soit le commandement d'unité,
ils vont être appelés à prendre des responsabilités plus grandes, devenir commandant, colonel, etc., devenir général pour les plus brillants d'entre eux. Donc moi, je n'ai pas fait cette filière-là. J'ai fait une filière qui s'appelle sous-contrat, ORSA. Donc c'est un concours qui existe toujours d'ailleurs, ça s'appelle la filière EOPN, élève officier personnel navigant. C'est un concours qui est accessible niveau bac. Alors moi à l'époque c'était bac général et je crois certains technologiques, mais maintenant il faudrait vérifier exactement, je ne sais plus exactement. Je crois qu'on peut rentrer jusqu'à quasiment l'âge de 26 ans et c'est des sélections. En fait moi à l'époque donc c'était une semaine de sélection que tu passais à Bretigny. Donc tests psychotechniques, sportifs. Et à l'issue de ça, tu étais retenu ou pas. D'ailleurs, le jour où je sais que j'étais retenu, c'était quasiment un des plus beaux jours de ma vie, tu imagines bien. Et ensuite, nous, on passait encore une sélection en vol, une visite médicale, bien sûr, c'est important. Voilà, malheureusement. Alors, il y a plein de mythes. Pareil, on se dit, pilote de chasse, il faut être une santé incroyable. Moi, je pense qu'en fait, il faut juste être normal. Si tu n'as pas de gros soucis, non mais c'est vrai, tu n'as pas besoin de lunettes, ne serait-ce qu'au départ, mais après, tu peux, bien sûr, il y a bien de mes collègues, on vieillit, forcément, on a besoin de correction, à confirmer bien sûr avec les médecins, mais voilà, il faut juste être normal, voilà, faut pas avoir de gros problèmes de santé, mais normalement, tout le monde peut être pilote de chasse, il n'y a aucun problème. Peut-être les gens très très grands, il y a peut-être des soucis, mais au pire, ils feront pilote d'hélico, de transport, mais généralement, ils vont y arriver. Alors sur ça, juste je tiens à temporiser parce que j'ai beaucoup de questions sur les aptitudes médicales. D'accord. On ne répondra pas aux questions médicales sur cette vidéo. Je ne suis pas un expert médical. Mais... Pour les questions médicales, il y a le Discord. Du coup, j'ai un Discord en fait avec à peu près 3500 personnes, beaucoup de jeunes qui veulent s'engager dans l'armée. Et dans le Discord, vous avez les ressources officielles, les textes qui vous disent exactement quelles sont les aptitudes pour rentrer dans l'armée et quels problèmes médicaux peuvent vous bloquer. Donc, allez voir ça. Et sur les questions médicales, c'est vraiment du cas par cas. Il peut y avoir des soucis qui vous bloquent, des soucis sanguins, cardiovasculaires. Bref, il y a 50 000 raisons. Mais effectivement, normalement, si on n'a aucun souci décelé, connu quand on a 17-18 ans, on ne se pose pas de questions, on fonce. Exactement, il n'y a pas de raison. Et puis au pire, voilà, on aura tout donné. Si malheureusement c'est la visite médicale, et je connais des gens qui ont été bloqués par ça, voilà, c'est la fatalité. Et puis tu trouveras une autre voie dans laquelle tu vas t'épanouir. Exactement. Voilà. D'ailleurs, juste au passage, j'avais une question sur ça. Est-ce que c'est plus facile de devenir pilote sur transporteur, pilote de transport, plus accessible justement par rapport au niveau médical Au niveau médical, c'est la même en fait, parce que dès que tu rentres dans l'armée de l'air, en fait, qui peut le plus peut le mieux, et tu vas être dès le départ en fait sélectionné pour être pilote de chasse. Donc en fait, la visite médicale, on appelle ça d'admission, qui est un petit peu la plus compliquée parce qu'il y a des radios, notamment du rachis, etc., cervical. C'est la même pour tout le monde parce qu'on ne sait pas encore quelle spécialité tu vas avoir. Donc en fait, généralement, non, c'est la même pour tout le monde. Voilà, pareil, je ne veux pas dire de bêtises, mais pour moi, c'est une. Et donc au niveau de la vue aussi, c'est les. C'est les mêmes, c'est la même chose. Ouais. Peut-être qu'après, ils font des discernements, des dérogations, ça c'est compliqué. Voilà, comme tu l'as dit, c'est des détails vraiment propres on va dire, au médecin-chef qui fait passer la visite médicale dans des centres spéciaux. C'est le CEMPN, le centre d'expertise médicale du personnel navigant. Voilà, c'est des gens spécialisés. Mais à mon sens, non, généralement, c'est la même visite médicale pour toutes les spécialités. Voilà. Ouais, très bien pour ça. Et donc, toi, tu as passé cette visite médicale, ensuite, tu as fini les tests, tu as été retenu. C'est ça, ouais. J'étais retenu. Nous, à l'époque, alors ça n'existe plus maintenant, mais il y avait une sélection en vol. Donc, il fallait pendant un mois à peu près, si tu veux, tu allais sur la base aérienne de Cognac, tu volais sur un petit avion, le TB30 Epsilon, là, qui est un avion école, et tu faisais des tests avec un instructeur. Donc, il n'y avait pas de briefing, pas de débriefing. Donc, tu partais en vol, tu savais ton programme. Et tu ne savais pas ce qu'il en était. Et à la fin, on te disait, est-ce que tu es pilote, navigateur? Parce que bien sûr, il y a là aussi la spécialité navigateur de combat, qui est très très bien. C'est en fait, grosso modo, c'est pour ceux qui ont vu Top Gun, c'est Goose, c'est celui qui est derrière. Et voilà, et on est orienté comme ça, ou alors inapte complet. Et à la fin de ce cursus, voilà, c'était vraiment terminé. Et là, on partait à Salon-de-Provence pour faire le cursus, et là, c'est à peu près identique. C'est-à-dire une formation militaire initiale, théorique, donc c'est l'ATPL théorique, c'est le pilote de ligne théorique, c'est un peu le code, c'est un peu le code comme quand tu apprends à faire une voiture, sauf que ça prend quasiment 8 à 12 mois pour le faire, sur la base aérienne de Salon-de-Provence, et après c'est un cursus orienté uniquement sur le pilotage. Maintenant ça a changé, c'est toujours à Cognac, mais sur un nouvel avion qui s'appelle le PC-21, moi c'était un autre avion à hélice, le TB30, et après tu étais orienté soit transport, soit chasse, soit hélicoptère, en fonction de tes desiderata, de tes résultats forcément, tes aptitudes. Et puis bien évidemment des besoins de l'armée de l'air. Des fois ça change, des fois elles ont besoin de plus de pilotes de chasse, plus de pilotes de transport. Et moi j'ai eu la chance d'avoir ce que je voulais, c'est-à-dire pilote de chasse. Et là j'ai pu poursuivre sur réacteur, sur Alpha Jet à Tours, puis Cazaux. On t'apprend vraiment ton métier de pilote de chasse. Tu as enfin, on va dire, le Saint Graal, c'est-à-dire le Mach 40 pilote de chasse. C'est dommage, je ne vous l'ai pas ramené aujourd'hui, mais vous chercherez sur Internet. Là,
c'est 2 ailes avec une couronne enfin, le symbole est fort, hein, c'est les ailes qui te portent, là, le couronne de laurier qui t'attend et l'étoile qui te guide. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui nous habite et ce qui nous motive pendant toute la formation, c'est d'avoir enfin ce macaron de pilote de chasse. Mais en fait, c'est que le début, parce qu'en fait, c'est un peu comme le permis de conduire, tu as le droit de piloter un avion, mais en fait, tu ne sais pas faire grand-chose avec. Après, on va t'apprendre vraiment dans ton escadron de chasse comment te servir d'un avion comme un système d'armes, parce que c'est quand même la finalité, c'est quand même le métier des armes, hein, c'est quand même aller dans l'armée de l'air, c'est peut-être être déployé en opération extérieure. Et là, c'est vraiment que là que tout commence, quoi. Voilà. Et tu vas passer tes différentes qualifications de leader de patrouille, etc. Donc, généralement, on dit que pour avoir vraiment le Saint Graal et être un pilote de chasse formé, il faut 8 ans. C'est quasiment, on faisait le parallèle avec un doctorat, mais globalement, c'est pas loin d'être ça. Ouais, il faut quasiment 8 ans de formation continue avant d'être, on va dire, tranquille. Et j'ai envie de dire des guillemets, parce que c'est pareil, c'est un métier où il faut tout le temps se remettre en question, réapprendre. Tu vois, le Rafale que j'ai quitté il y a 2 ans, il a changé, c'est comme un iPhone, il y a des, on va dire, il y a des applications, des mises à jour, des nouveaux armements. Il faut tout le temps se mettre à jour, tout le temps réviser, etc. Donc c'est un métier qui demande beaucoup de remise en question et d'apprentissage en permanence. Mais c'est aussi effectivement ce qui fait sa force et son intérêt tout simplement. Génial. Donc, juste pour récapituler, c'est quoi les différentes périodes de formation en nombre d'années à chaque fois? Parce qu'il y a une période de 2 ans, au début on pilote que des petits avions et après… C'est ça. Alors là, le cursus, il a un peu changé depuis pas longtemps, depuis quasiment 2 ans. C'est vraiment pas du tout le même cursus que moi j'ai connu. Okay. Le but maintenant, c'est quasiment d'aller vers quelque chose qui est tout PC-21. Donc c'est cet avion dont je te parlais, c'est un avion suisse, turbopropulseur. Vous regarderez aussi sur Internet, ou je ne sais pas si tu pourras mettre l'image, mais c'est un avion où on est l'un derrière l'autre. L'instructeur est derrière, l'élève est devant. Et maintenant, c'est un avion qui est ultra moderne, c'est-à-dire complètement… en raccord avec les besoins de l'armée de l'air, c'est-à-dire c'est Glass Cockpit, donc c'est des écrans dans l'avion, c'est plus des aiguilles comme à l'ancienne, voilà, etc. Il y a quasiment des systèmes d'armes et je crois que maintenant la formation, le but, c'est qu'en fait les gens puissent être formés complètement sur cet avion, le PC-21, et que ça prenne 2-3 ans dans la même école, dans un gain d'efficacité, de coût bien sûr pour l'armée de l'air, et puis de gain de temps, voilà, et pour être lâché ensuite directement sur avion de chasse. Et là, on est encore dans une période de transition, il y a encore l'Alpha Jet, donc c'est en train de changer, mais globalement, c'est ça. Je pense que maintenant, la formation de pilote de chasse, je dirais que c'est quasiment 3 ans. C'est 3 ans, PC-21, et tu fais que ça. Voilà. Et plus de transition Alpha Jet, et après directement Rafale. Exactement, c'est le but. Et ensuite, on bascule en escadron sur Rafale pour être formé. Alors maintenant, il y a toujours le… Alors c'est ça, ouais. Toi, tu es affecté sur Rafale. Enfin, je parle, on va dire, que du cursus chasse, parce qu'il y a encore les transporteurs, etc. C'est encore différent. Il faudra peut-être en inviter un d'ailleurs. Mais en chasse, maintenant, il n'y a quasiment que le Rafale. De toute façon, l'armée de l'air va se tourner vers ça. Il y a encore un peu de Mirage 2000, le Mirage 2000-5 qui est basé à Luxeuil et des Mirage 2000D qui sont basés à Nancy, la 3e escadre. Et eux, ils font de la reco. Non, alors Mirage 2000-5 il fait que de la défense aérienne, c'est-à-dire la police du ciel et globalement voilà, c'est de la chasse aérienne, donc c'est combattre les autres chasseurs ennemis. Ils font pas du tout d'attaque au sol, ils tirent pas de bombes, etc. C'est vraiment leur spécialité. Et à l'inverse, le Mirage 2000D qui lui ne fait que de l'assaut conventionnel, donc eux tirent des bombes, guidées laser ou GPS, etc. C'est eux qui étaient notamment beaucoup représentés en Afghanistan lorsqu'on y était, etc. Voilà. Donc on peut encore être orienté sur ces différents avions. Et une fois que tu as terminé ton cursus donc sur PC-21 à Cognac, tu as ton macaron de pilote de chasse et là tu es affecté dans ton escadron de chasse et là tu vas passer dans une structure qui va t'apprendre ton avion et ça dure à peu près, donc sur Rafale moi j'étais instructeur dans cette structure et les jeunes pilotes qui arrivent chez nous, on va dire qu'ils restent à peu près une bonne année, entre 9 mois et 12 mois si ça vole un petit peu moins, etc. Donc là on n'est pas dans l'escadron, c'est une base école. C'est exactement, c'est comme une base école, exactement. C'est ça, on appelle ça un escadron de transformation. Donc tu vois, c'est assez long. En fait, tu apprends ton avion, juste ton système d'armes, on appelle ça une qualification. C'est un petit peu comme un pilote de ligne qui va apprendre à piloter un Airbus A320, un Boeing 737. Sauf que ça dure à peu près un mois, chez nous ça dure quasiment un an parce que c'est plus complexe. La complexité des systèmes est beaucoup plus grande, il y a beaucoup de simulateurs, effectivement. Enfin, c'est des avions modernes, maintenant on passe beaucoup par le simulateur. Et à l'issue de ça, seulement, tu vas dans ton escadron de chasse et là tu apprends ton métier de pilote. Voilà. Sachant que tu as déjà un beau vernis. Voilà. Aujourd'hui, on aurait 4 ans de formation complète, 3 ans de formation pilote, 1 an de formation chasse. Ensuite, on arrive réellement en escadron. Et là, on a peut-être des petites
des petits apprentissages techniques propres à l'escadron, selon s'il fait C'est ça, ouais. du nucléaire, du Exactement. reconnaissance ou… En fait, on appelle ça, quand il va arriver de son escadron de transformation, le pilote, donc c'est le jeune pilote qui arrive en escadron, on va l'appeler un pilote à l'instruction. Donc il va se passer encore à peu près en fonction des missions. Justement, la mission de gestion nucléaire est un petit peu plus compliquée, donc ça va prendre 1 an. Dans un escadron conventionnel, commandement de Marsan ou à Orange, juste à côté, il y a une base qui vient de s'ouvrir là. Lui, ça va prendre à peu près 6-9 mois avant d'être pilote opérationnel. Pilote opérationnel, ça veut dire qu'en fait, il est déployable capable, en OPEX. il est déployé en opération, exactement. Ouais. Ok. Il peut partir faire la guerre avec son Rafale. Voilà. Il ne sera pas leader, il sera juste équipier. Et plus tard, il va apprendre à devenir à son tour leader. Et ça, c'est ça ce qu'on disait que ça doit prendre à peu près entre 2 et 3 ans. Peut-être avec des pauses où il va revenir instructeur, etc. Voilà. Très bien. Merci pour l'explication de Je ce sais pas si c'est parcours. clair, mais Je pense que c'est assez clair là Oui, aujourd'hui. ça va. Donc Ok. juste pour le petit récap, pour bien repréciser, on a 3 ans de formation école, 1 an de formation en plus sur la partie vraiment chasse pure, puis entre 6 mois et 1 an de formation spécifique au sein de l'escadron avant de pouvoir partir en opération. Ouais, c'est ça. Et de se Je déployer. compte entre 5 ans, voilà. Pour entrer dans l'armée de l'air, ce que tu dis à peu près, je pense que 5 ans, c'est pas débile en se disant, voilà, je peux éventuellement être déployable au bout de 5 ans. Voilà. Ok. Mais ce qui est fou, c'est que dans ce cursus, du coup, c'est directement de la formation pratique Oui. et pas du tout de formation théorique comme la voie école de l'air, Oui, un peu non. de carrière classique. Exactement, tu viens de te souviens très bon point. Du coup, on a parlé un peu de l'école de l'air. En fait, les gens de l'école de l'air, quand ils rentrent, alors je crois que leur cursus maintenant, c'est quasiment 4 ans, il me semble. C'est pas que 3 ans Alors, d'école d'ingénieur. Moi, il me semblait que c'était 2 ans de prépa, concours Oui, réussi. Voilà, bien sûr. Ensuite, 2 ans d'école vraiment purement théorique. Oui. Et 1 an où ils commencent à faire un petit peu de vol. Et à la fin de cette année-là, ils partent en Ouais, choix ça, c'est 3 ans. en Ouais, fonction ça doit être ça. de ce qu'ils vont faire. Bah Du alors, coup, 3 ans. on va dire le plus qu'ils ont, c'est qu'à l'école de l'air, en fait, l'école de l'air, c'est une école d'ingénieur et ils sortent de là avec Un master. diplôme, un master ou un diplôme d'ingénieur. Oui, je sais plus. selon le cursus. Ouais, exactement. C'est Voilà. un peu comme Saint-Cyr sur ça. Ok, voilà. Moi, du coup, j'ai pas un diplôme d'ingénieur, j'ai un master. Et ceux qui sont en voie scientifique ont un diplôme d'ingénieur. L'école de l'air, le truc, c'est que 97% sont ingénieurs, donc ils ont un diplôme d'ingénieur. Exactement. Mais il y a une petite proportion de gars qui sont voie littéraire ou Oui, tout à fait. économique. Oui, Il y a oui. une petite passerelle Exactement, possible. il y en a quelques-uns, ouais, c'est ça, c'est tout à fait. Ouais, ouais. Et voilà, donc eux, ils sont un peu étudiants pendant 2-3 ans, mais ils ont quand même un petit vernis aéronautique. Ils peuvent aller, ils ont la chance d'avoir du planeur à côté. Ils peuvent aller voler sur un petit avion qui s'appelle le Cirrus. Voilà, déjà être un petit peu dans le bain. Ils font aussi pas mal de vols, ce qu'on appelle de vols de motivation. Donc, quand ils ont des vacances, au lieu de partir chez eux, ils peuvent aller en escadron de chasse et voler sur Rafale pendant une semaine, histoire de découvrir un petit peu l'environnement en transport. Déjà pour eux, se dire qu'est-ce qui leur plaît le plus au niveau d'orientation, voilà, pour pouvoir orienter leur choix à l'avenir. Ah bah, c'est clair que c'est sympa de Oui, pouvoir c'est faire plutôt ça sympa. pour les petites vacances. Exactement. Ok, génial. Et maintenant qu'on a parlé un petit peu de ton cursus sur la partie apprentissage pour devenir pilote, est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui t'a marqué sur ta carrière parce qu'après 20 ans, il y a beaucoup, Oui, il y a beaucoup. mais Évidemment, des différentes périodes qui t'ont marqué Ouais. sur ta carrière. Alors ouais, moi je me rappelle des grands souvenirs, on va dire. C'était mon premier, justement, quand je suis allé, j'étais affecté sur Mirage 2000. Et lorsqu'on arrive sur Mirage 2000, justement dans cette fameuse école qui à l'époque était à Orange, moi je pense que je me rappellerai toujours, si tu veux, du lâcher solo. On parle tout le temps, c'est un peu une étape, même quand on est au club, ton premier vol tout seul dans un avion, c'est toujours une étape, parce que quelque part c'est un gage de confiance déjà de tes instructeurs qui se disent c'est bon maintenant. Tu sais faire, je te fais confiance, je te donne les clés de ton avion, grosso modo, et tu vas faire ta mission tout seul. Et toi, c'est une grande fierté parce que tu te retrouves tout seul dans l'avion que tu convoitais depuis que tu es tout petit. Donc ça, je me rappelle vraiment de ce vol solo, tout seul aux commandes d'un Mirage 2000. Je me suis dit, ça y est, j'y suis arrivé, quoi. J'ai déjà touché un bout. Même si c'était juste un tour de piste, tu te reposes et c'est fini, c'est que tu n'as quasiment rien fait. Mais c'était déjà exceptionnel. Et après, je pense que c'était plutôt des... Il y a des vols aussi. Tu vois, le premier déploiement, ma première OPEX, c'était la Libye. Et je me rappelle que ce premier vol... où on arrivait sur les côtes libyennes et justement, tu vois, toutes les actions que tu répètes à l'entraînement, que tu fais pour de faux, par exemple, couper tes feux de navigation, couper ton IFF, remettre ton master arm ou des choses comme ça, tu vois, et d'arriver sur les côtes libyennes vraiment dans le noir complet de nuit, ça te marque, parce que là, tu te dis, je suis en train de marquer pareil une étape, c'est plus de l'entraînement, maintenant on fait vraiment quelque chose de sérieux, et tu as un peu une responsabilité, parce que, alors... C'était bizarre parce que tu n'as pas vraiment la crainte, si tu veux, pour toi-même, si tu veux, dans cette phase on va dire, de combat, entre guillemets, mais c'est plutôt surtout de ne pas faire de bêtises, tu vois, de vraiment appliquer les règles,
faire les procédures comme on m'a appris depuis toujours. Et t'es vraiment, il n'y a plus du tout il y a du stress, mais c'est pas du stress de peur de combat comme peut peut-être le connaître un fantassin ou quelque chose, un infanterie qui est vraiment au contact du combat. Mais là, c'est plutôt, je veux pas faire de bêtises. Si jamais je suis amené à livrer une bombe, je veux que ce soit fait dans les règles de l'art et qu'on puisse rien me reprocher et que je fasse ça vraiment le plus proprement possible. Voilà. Parce que malheureusement, ça fait partie de notre métier, mais c'est pas non plus. Enfin, personne te dira, je veux faire la guerre absolument parce que j'ai envie de le faire pour être un boucher, mais c'est plus pour défendre son pays et le faire. On est tous des professionnels tout simplement. Donc, ce qui t'a le plus marqué pour toi, c'est vraiment cette première opération, la Libye. Ouais, Est-ce qu'il y a vol d'autres solo, après, évidemment, il y a plein de vols. Enfin, c'est un métier extraordinaire, tu vois, c'est vraiment dingue. Il y en a plein, tu vois, rien que le fait, on le disait, c'est-à-dire de faire de sa passion son métier. Ça, pareil, ça m'avait marqué le jour où, la première fois que j'ai volé sur un avion de l'armée, même si c'était un petit avion à hélice, il y avait les cocardes françaises, il y avait marqué Armée de l'air dessus. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable, on est en train de me payer pour aller faire un vol sur un avion, quoi. Même si c'est pas drôle tous les jours, tu as un instructeur qui des fois est pas tendre avec toi. Mais je me dis, je suis quand même payé, on est lundi matin, tu vois, et mon job c'est d'aller voler sur un avion, quoi. Alors qu'il y en a, ils vont payer en aéroclub une fortune pour faire la même chose. Et ça, je trouvais ça complètement incroyable déjà. Donc déjà, tu as la chance, puis c'est toute une ambiance, tu vois, dans l'armée de l'air, c'est quand même des petites unités, c'est des escadrons. Il faut imaginer qu'un escadron de biplace, même si c'est gros, c'est qu'il y a 40-50 personnes de pilotes, mais c'est des gens qui ont quasiment une moyenne d'âge d'environ 30 ans. Donc déjà, c'est jeune, c'est des gens qui sont tous motivés. Désolé pour l'humilité, mais c'est des gens généralement qui sont plutôt, tu vois, bien câblés, intelligents, etc. Donc c'est agréable de travailler avec eux. Et tout ça, ça fait que c'est une ambiance ultra motivante. Tu vois, tu es vraiment un groupe voilà, soudé. On compare souvent même un escadron de chasse à une meute de loups. Ben, c'est vrai parce qu'il y a aussi des petits à côté qui sont des fois pas si drôles que ça. Mais voilà, mais globalement, enfin, c'est un métier qui vaut largement le coup. Voilà. Dès que tu décolles dans un avion et que tu sens la post-combustion qui te pousse sur ton siège et que tu décolles et que même si tu vois. Dans le sud de la France, on a de la chance, il fait beau, mais tu vois, si tu décolles, il fait tout gris, toi tu vois le soleil tous les jours. C'est limite, tu traverses la couche nuageuse et même si des fois, tu vois, faut toujours, je crois que c'était quelqu'un qui avait dit ça, un de mes instructeurs qui m'avait dit dans chaque vol, essayer de prendre une petite goutte de plaisir à chaque vol. Même si tu es concentré, que les missions sont denses, toujours se dire, c'est quand même incroyable ce que je suis en train de faire, je suis en train de piloter un avion, je suis quand même dans un Rafale à côté d'un autre Rafale. C'est un truc de dingue, voilà, c'est quand même un métier de fou, quoi. Voilà, et se rappeler de ça tous les jours, en se disant, voilà, c'est ça qui me fait tenir et c'est pour ça que je suis là et c'est ça ma motivation. Incroyable. Et donc pour toi, l'événement enfin la chose la plus marquante, c'est au quotidien de pouvoir piloter. C'est vraiment ça qui t'anime, qui te marque. On dit souvent que l'armée de l'air, c'est un peu des militaires pas très pratiquants, mais alors c'est vrai que moi je suis rentré dans l'armée de l'air et d'ailleurs je me rappelle très bien d'une des questions, tu sais, il y a des entretiens avec des pilotes. Notamment, c'était des officiers de carrière et c'est vrai qu'ils m'avaient un peu séché sur des questions genre qu'est-ce que c'est pour vous être un officier? Vous avez vu que dans officier pilote, il y a officier avant pilote. C'est vrai que je t'avoue que moi, ma motivation et je pense que la plupart des officiers sous contrat, si tu veux, on est rentré là pour piloter. Alors bien sûr, on a le côté patriotique, défendre notre pays, être des bons militaires, etc. Mais c'est pas non plus... c'est pas ça qui nous fait, on va dire, vibrer. Voilà, c'est vraiment le pilotage de belles machines performantes. C'est vraiment ça qui nous fait. C'est inexplicable. Voilà, c'est une passion qui te prend au cœur. Je sais pas pourquoi tu as envie de piloter des avions, mais il y a ce côté de recherche technologique, un peu de maîtriser quelque chose comme ça, de faire des choses qui sont hors normes. Tu vois, il n'y a que là, dans l'armée de l'air, que tu pourras faire ce genre de choses. Voilà, même un pilote de ligne, il ne fera pas ce qu'on est en train de faire, ravitailler en vol, faire du combat aérien. Il n'y a que toi qui peux le faire, quoi. Sur ça, je comprends totalement. Moi, ce qui m'animait beaucoup, c'était la partie combat, du coup, au sol, fantassin, oui, voilà. Mais je peux comprendre. Et ça me plaisait. Enfin, c'est vraiment ce qui me plaisait le plus, de pouvoir tirer, de pouvoir faire tout ça. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tant ça, enfin, à part rentrer dans les forces spéciales ou groupement commando, mais ce qui, en tant qu'officier, est quand même très, très compliqué, peu accessible, et qui, même avec le contexte géopolitique actuel, n'est pas forcément hyper intéressant. Et du coup, je me suis dit, bon, finalement, le côté officier, c'est pas ce qui m'anime, c'est pas ce qui me plaît le plus. Je comprends tout à fait. Et voilà, on se retrouve. On a même des officiers, nous, de l'armée de l'air, qui regrettent de ne pas avoir fait officier comme nous sous contrat. Ben oui, carrément, parce qu'en fait, eux, pareil, ils sont un petit peu, tu vois, ils ont la même approche. Alors, il y en a qui sont très carriéristes, tu sais, c'est un peu politique, ils veulent absolument gravir les échelons, ce que je respecte totalement. Et d'autres qui, effectivement, sont un peu plus comme nous, qui aiment le pilotage et qui sont tristes, tu vois, de quitter leur cockpit pour un bureau à Paris. Généralement, ça ne veut pas rigoler. Je comprends. Je me suis peut-être trompé de carrière, finalement. Donc, à bien réfléchir quand vous vous orientez
vers une carrière ou l'autre, voilà, ça peut valoir le coup d'en faire une autre. Je comprends carrément. Après, dans l'armée de terre, il n'y a pas trop de différence de carrière, on va dire, entre un OSC et un officier de carrière. Oui. Parce que l'OSC, en fait, c'est juste en tant que chef de section, il fait une année de plus. Au lieu de faire 3 ans, il va faire 4 ans. Mais sur le reste du cursus, il n'y a pas vraiment de différence. Et aujourd'hui, un officier sous contrat peut aussi faire l'école de guerre, peut aussi faire une carrière longue. D'accord. Alors non, il ne finira pas général. Enfin, Ouais. à ma connaissance, il n'y en a pas encore eu qui ont fini général. Mais peut-être que dans les années à venir, ça pourrait être possible. Il n'y a pas vraiment de différence. Après, le seul truc, c'est qu'un Saint-Cyrien, comme un école de l'air, il a le diplôme. Oui. Et dans l'armée de terre, je ne sais pas si c'est le cas dans l'armée de l'air, mais dans l'armée de terre, on a une prime de 400 € en plus par mois. Donc bon, c'est toujours ça en plus. Nous, ça à la marge. Hein. Les officiers sous contrat qui deviennent voilà, officiers vraiment de carrière, ça existe, hein, mais c'est très rare. Par exemple, qui réussissent l'école de l'air ou qui finissent colonel, Ouais. c'est une poignée. Voilà, c'est vraiment très très rare. Voilà. Puis, généralement, ils Pour aspirent l'armée de pas terre aussi. forcément ça. Ah oui, oui, ok. Ah, la plupart, ils font 10 ans et ils partent. Ok. Ah, Une oui, fois qu'ils ont fait la partie intéressante. vraiment intéressante, terrain, tout ça, après, c'est bon. Je comprends. Ils sont venus pour ça et les C'est bureaux. à peu près 20 ans, ouais, tu vois, c'est à peu près. Moi, j'ai une carrière moyenne, c'est-à-dire au bout de 40 ans, on s'en va. Alors maintenant, d'ailleurs, les carrières ont un peu changé. Maintenant, je crois que le premier contrat est signé relativement tôt et c'est que 10 ans. Et alors, c'est peut-être générationnel, mais on voit de plus en plus de jeunes qui rentrent dans l'armée de l'air. Alors, déjà, ils rentrent plus tard et qui se disent moi, je vais faire que 10 ans pilote de chasse et après, je m'en vais et je ferai autre chose. Pilote de ligne ou même complètement autre chose. Je connais des gens qui sont devenus géomètres, vignerons, enfin vraiment, il y a eu de tout. Hein, voilà. Ils font complètement une croix sur l'aviation et ils se tournent sur complètement autre chose. Voilà, mais ça peut être une belle première début de carrière, tout simplement. Ouais, donc sur ta carrière, c'est top pour tout ça. Maintenant, c'est quoi les points un peu plus négatifs du métier? Qu'est-ce qui t'a un peu moins plu? Donc le côté administratif, ça Oui. on a compris, Oui, le côté oui, oui, officier. oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Bah déjà, alors je vais mettre gros bémol là-dessus parce que ça change, les mentalités changent énormément dans l'armée de l'air. Et moi, je l'ai vu lorsque j'étais instructeur. Mais on va dire que quand je suis passé, alors comme on le disait, tu vois, il y a un petit peu le côté aussi militaire, tu sais, bah, tu as certainement connu. Moi, je n'étais pas forcément dans l'esprit très tu sais, cohésion, ça prend toujours du temps, il faut se réunir en groupe, un quart d'heure avant pour aller. Bah, alors ça, j'ai envie de dire que c'est plutôt le début de la formation. Tu vois, quand je suis arrivé à l'école de l'air et le premier cours, c'était, je me rappellerai toujours, dehors à nous t'expliquer qu'est-ce que c'est que le salut, c'est pour dire bonjour à son officier, ça a duré 1 heure pour juste ça. Tu te dis, qu'est-ce que je fais là? Au secours, je me suis peut-être trompé. Et puis au final, après, c'est reparti, on est dans un vrai cursus qui te plaît. Non, ce qui est contraignant, ce que je dirais, c'est plutôt, comme on l'a dit, voilà, c'est une formation qui est longue. Ça, c'est vrai que je ne le savais pas en rentrant dans l'armée de l'air. C'est qu'en fait, tu sais, moi j'étais bercé par des films style Top Gun. Je me suis dit, bah, une fois qu'on est rentré dedans, voilà, c'est parti, tout le monde cède. On est un peu comme une bande de potes qui vont voler. C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que on te met quand même une certaine pression sur les épaules. Déjà, ça te fait grandement mûrir assez rapidement, ça c'est vrai, parce qu'on est quand même relativement jeune quand on rentre dans l'armée de l'air. Mais c'est une formation qui est difficile. C'est surtout une formation qui prend. Voilà, faut s'imaginer qu'on prend un. Moi, ça m'a toujours étonné, mais tu prends un élève pilote qui n'a jamais volé de sa vie, et 1 an plus tard, il s'est volé en patrouille, faire quasiment de la voltige à côté de notre avion, naviguer en basse altitude et aller sur un point à presque 10 secondes près, il est dessus. Donc tu vois, la marge de progression, elle est énorme. Et en fait, il ne faut pas louper certaines étapes. Et c'est vrai que surtout à mon époque, et maintenant c'est un petit peu moins vrai, mais c'est-à-dire qu'à un certain moment, si tu n'es pas au niveau, on va peut-être te donner une deuxième chance, mais voilà, il n'y en aura pas de troisième, quoi. Voilà, voilà. Et ça, je ne savais pas, tu vois, en rentrant, que jusqu'à relativement tard dans ta formation, tu peux te faire éliminer. Généralement, tu te fais réorienter soit transport, hélico, navigateur, voire contrôleur, une autre spécialité dans l'armée de l'air. Mais tu as toujours cette pression, cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête en te disant, et ça peut aller très vite, c'est-à-dire qu'un jour, tu es un petit peu moins bien, ou tu voles avec un instructeur, c'est humain aussi, des fois ça passe un peu moins bien avec lui. Il a décidé de te mettre une mauvaise note, tu fais un deuxième vol qui se passe pas bien, et là c'est parti, tout le monde a les yeux braqués sur toi, on appelle ça targeter, comme la target, et là ça peut être rapidement la descente aux enfers, et voilà, ça c'est un petit côté. Alors maintenant ça a beaucoup changé, parce que l'armée de l'air aussi évolue, les mentalités évoluent, et on s'est rendu compte notamment que c'est une formation qui est chère, et c'est quand même bête de se passer d'un pilote sur lequel on a déjà passé 3 ans de formation, qu'on a beaucoup formé. Donc maintenant on essaie vraiment de pousser pour que les gens sortent et arrivent à faire quelque chose et soient de bons professionnels. Même si c'est pas le meilleur pilote du monde, c'est pas Maverick, c'est pas grave, il arrivera à aller en OPEX, il fera son... On va dire que le seul... ça m'a déjà arrivé de voir des élèves pilotes qui avaient vraiment des échecs et qui se sont fait éliminer du cursus, c'est parce qu'ils devenaient dangereux
soit pour eux, soit pour les autres. Voilà, c'était vraiment la limite rouge à ne pas franchir si tu commences à être dangereux pour toi-même ou que tu n'arrives pas à gérer ton stress, des choses comme ça. Ou des fois, il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. On parlait des gens de l'école de l'air qui n'avaient aucune sélection et qui ont peut-être volé un tout petit peu. À un moment donné, dans un avion, il faut réfléchir des fois vite, il faut prendre une bonne décision au bon moment. Il y a des gens, ils ne sont pas capables de ça. Tu vois, ils sont peut-être très bien derrière en train de faire des maths, ils sont peut-être très forts à faire des intégrales, mais après, derrière dans un avion, des fois, c'est juste du bon sens. On appelait ça le bon sens paysan. Des fois, ils n'en ont pas, ou ils ne réfléchissent pas de la bonne manière, ou pas comme le groupe. C'est aussi beaucoup ça, hein, c'est s'inscrire dans une, comme on disait, un peu une meute de loup, faire sa place. Il y en a qui sont inaptes à le faire, et malheureusement, pour eux, ça passe pas. Faut faire sa place dans le groupe, quoi, tout simplement. Donc voilà, je dirais que c'est un peu ça, peut-être les aspects négatifs de ce métier, c'est-à-dire que pendant, on l'a dit, 6-8 ans, on va dire que tu es quand même dans une grosse pression temporelle. Et puis après, une fois que tu es en escadron de chasse, il ne faut pas oublier, c'est quand même un métier, on a beaucoup parlé de c'est fun, on va voler, etc. C'est quand même un métier génial, mais évidemment, tu as des tâches annexes au sol. Hein, on ne fait pas que piloter, on pourra revenir peut-être sur une journée type d'un pilote de chasse ou même une semaine type. Mais il n'y a pas que le vol, on ne fait pas que ça, on ne va pas juste voler, on rentre et on fait du sport et on rentre à la maison. Non, il y a d'autres tâches annexes qui sont des fois pas drôles. Et puis surtout, il y a les absences, c'est-à-dire que maintenant, un avion comme le Rafale, il sait tout faire. Donc on est déployé maintenant plus en Afrique, mais un petit peu partout quand même dans le monde. Il y a la police du ciel à tenir, donc ça c'est des exercices que ce soit en France, à l'étranger. Les OPEX, tu en as au moins une, on va dire une par an qui dure à peu près 2 mois. Donc ça fait pas mal de découchés, d'absences. Quand tu commences à avoir une vie de famille, c'est pas forcément simple. Les bases aériennes ne sont pas dans des endroits. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont fermé toutes les bases aériennes qui étaient à côté de grandes métropoles. Maintenant, il n'y a plus que Saint-Dizier, Mont-de-Marsan, Luxeuil. C'est quand même pas des grosses villes. Quand tu commences à avoir une femme qui est aussi à sa carrière, tu vois, de son côté, qui aimerait bien se rapprocher, je sais pas, d'une grande ville comme Bordeaux ou Paris, rapidement c'est compliqué. Tu commences à rentrer dans des systèmes de célibataires géographiques, etc. Voilà, c'est pas que rose non plus. Mais bon, ça je pense que tout métier a ses contraintes malheureusement. Mais c'est comme ça. Après, je pense que le jeu en vaut la chandelle, mais c'est aussi des choses à penser avant de s'engager dans cette voie-là. Voilà. Il n'y a pas que le côté glamour, je vais voler avec mon Mirage ou mon Rafale et m'amuser pendant 1 heure et je reviens. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a pas que ça. L'armée, c'est sûr qu'il y a pas mal de contraintes. Après, c'est un métier dans lequel on peut faire des choses formidables, mais il faut penser aux contraintes avant de s'engager. Exactement, oui. Et après, par rapport à ce que tu disais, pour les vols, ça je connaissais par rapport à la LAT, parce que dans la LAT, du coup, quand on arrive à Saint-Cyr, on a la possibilité de partir dans la LAT, l'aviation légère de l'armée de terre, qui est, dans laquelle il y a tous les hélicoptères de combat de l'armée de terre et de reconnaissance. Super intéressant, ça m'aurait bien plu aussi ça. On ne peut pas tout faire. Et du coup, pour ces hélicoptères-là, après Saint-Cyr, on a 2 ans de formation en division d'application pour piloter. Et pendant ces 2 ans, si on prend 3 vols rouges, c'est fini, on bascule sur une autre arme. Après, on reprend en fait dans autre chose, mais du coup, on bascule de pilote à, je sais pas, on est chef de section dans les transmissions. Du coup, plus rien à voir. Oui, tout à fait, oui. Et bon, du coup, l'armée de terre laisse pas mal de choix sur les possibilités de réorientation, on va dire. Mais c'est vrai que ça rebascule. Et après, le deuxième point que tu disais sur la possibilité d'être évincé en cas de si on n'arrive pas à prendre des bonnes décisions, ça, c'est un truc qui m'a choqué à Saint-Cyr. Il y a beaucoup de mecs qui avaient un super niveau scolaire, mais qui en tactique après ou en topographie étaient à côté. Et je comprenais jamais. Mais c'est évident, il faut juste faire ça. Et du coup, plusieurs fois, je me suis retrouvé moi à gérer la topographie et tout, alors que c'était pas du tout à moi de le faire. Mais pour éviter qu'on soit perdu ou même à regérer un peu des situations de combat, parce que les mecs n'arrivaient pas à prendre des décisions sur le moment et c'était un peu compliqué. Vous étiez trop. Nous, je me rappelle, on avait un élève, un pilote chez nous sur Mirage 2000 N, donc il avait un cursus un peu. Il avait fait Polytechnique puis l'école de l'air, mais voilà, en fait il intellectualisait trop et quand il briefait des missions aux autres, qui on va dire sont des cerveaux normaux, et en fait on comprenait rien parce que c'était trop compliqué. On lui disait tout le temps la devise keep it simple and safe, tu vois. Fait au plus simple, des idées hyper basiques, mais lui, il était incapable de faire ça. C'était trop compliqué pour lui. Il allait chercher toujours le détail. C'était sûrement génial ce qu'il faisait, mais personne ne comprenait rien, donc ça ne servait à rien. Ouais, c'est clair. Et au niveau du coup, tu nous as proposé de partager un peu une journée type d'un pilote. Donc là, pour l'instant, on a l'impression que tu pilotes beaucoup. Là, moi, j'ai vraiment l'impression que tous les jours, tu t'arrives, tu vas faire peut-être ton sport ou quoi, et tu vas faire 1 heure de pilotage, et après tu vas faire peut-être de l'administratif, des trucs un peu chiants. Si on avait le temps de faire du sport, même pas. Alors, c'est quoi la journée d'un pilote? Alors, ça dépend. J'aimerais dire que la moyenne. On va parler d'un jeune pilote, parce que c'est comme des gens qui veulent plutôt rentrer dans l'armée de l'air. Là. Je pense qu'un jeune pilote, on va dire que tu arrives à ton escadron entre 7h30,
17h45 parce qu'il y a un premier rendez-vous, on va dire la première échéance dans un escadron de chasse, c'est le briefing météo le matin qui est entre 8h15 et 8h30, qui réunit tout le monde, donc le commandant d'escadron, tous les pilotes de l'escadron. Donc c'est un peu le rassemblement qu'on peut avoir dans l'armée de terre, Ouais, mais là il y a une vraie raison de ce rassemblement. Dans une grande salle de briefing, on s'assoit, donc les jeunes sont tout au fond et les chefs devant, tu vois, il y a toute une hiérarchie, on revient à la mode de l'eau, tu vois. Et généralement avant, il y a toujours une petite question du jour, alors on sait généralement pas qui c'est qui va passer, donc il y a toujours la petite stress, donc on va te poser une question sur une panne, un avion à reconnaître, etc. Pour réviser tous ensemble. Ouais, tous ensemble, exactement. Ouais. Donc toi, tu la révises dans ton coin. On va dire que tu prépares un peu le café pour tout le monde, nettoyer le bar. Voilà, c'est un peu. Tu participes, étant le dernier arrivé, ça incombe ce genre de petites tâches. Et puis arrive ce briefing météorologique où aussi on va te présenter la météo, les différentes zones, le planning aussi de la semaine ou les différentes choses que le commandement tient à communiquer à tout le monde, des petits messages ou de sécurité des vols, peu importe. Voilà, celui qui a la parole, c'est l'histoire. L'idée, c'est de toucher le maximum de gens. Et puis après, chacun va vaquer à ses occupations. Si tu as la chance d'être prévu en vol, ce qui n'est pas forcément le cas, tu vois, le rythme, je pense qu'un pilote relativement jeune en escadron, je pense que sur une semaine de jours ouvrables, donc du lundi au vendredi, il va faire peut-être 3 vols s'il est chanceux. Voilà. Okay. Donc, tu vois, il va avoir une ou deux journées où il va rien faire. Mais il ne va pas rien faire, tu vois, on a tous des tâches annexes. Déjà, tu as beaucoup de travail, comme tu l'as compris. Il faut que tu apprennes notamment à maîtriser son système. Donc, tu as plein de documentation, de réglementation à réviser. Donc, tu as du travail personnel à fournir que tu fais à l'escadron. Et puis, des tâches annexes. Généralement, on a tous des cellules. Généralement, tu vois, un jeune arrivant en escadron, il va finir soit la discipline, soit tradition. C'est-à-dire soit gérer, on va dire, les futures cérémonies à organiser, les désignations pour les tours de service. Et puis, en tradition, je sais pas moi... tu vois, dessiner les patchs du futur escadron, le prochain événement cohésion qui va se passer. Voilà, c'est des je vois très bien, moi, mais je ne sais pas si les gens voient ça. Mais je pense que ça te prend un petit peu de tâches. Voilà, ça te prend un petit peu de. C'est de l'administratif, quoi, tout simplement. Si tu as la chance de voler, eh ben, on va dire que le temps de préparation, imaginons que tu voles à midi. Eh bien, tu vas généralement voler. Le temps de préparation, on va te donner ta mission. Donc, c'est-à-dire qu'on va l'instructeur, il y a toujours un responsable de la mission qui va dire voilà, aujourd'hui, notre objectif, c'est de s'entraîner, j'en sais rien, à aller détruire une usine dans le centre de la France où on a une zone réservée, on va combattre deux Mirage 2000-5 de Luxeuil. Et notre but, c'est de les repousser de cette zone. Je fais très simple. Mais voilà, il va nous donner l'objectif de la mission. Chacun s'attache dans cette. Généralement, il y a un leader qui est un petit peu le chef d'orchestre qui va diriger tout ça. Il va y avoir une phase de brainstorm, on va dispatcher les tâches entre les différents pour préparer, mais globalement, cette préparation, elle va durer entre 1h30 et 2 heures. On va briefer la mission, ça dure 45 minutes. Après, on va à l'avion, ça prend encore 45 minutes, le temps de s'équiper, de se mettre le casque, l'anti-G, marcher vers l'avion ou prendre une voiture de piste, s'équiper, mettre en route avant le décollage. Donc tu vois, rien que ça, déjà, on est quasiment à 4 heures avant ton décollage, tu es déjà préparé. Tu fais le vol qui dure à peu près 1h30, 2 heures si tu ravitailles ou pas en vol. Et à l'issue de ça, il faut encore débriefer. C'est-à-dire qu'après, dans les avions, on a des petites disquettes sur lesquelles tu prépares, tu mets ton plan de vol, tes objectifs, etc. Pour faire très simple. Et quand on revient de vol, on met tout ça sur chacun met sa cassette, si tu veux, sur un grand ordinateur. C'est un écran géant, mais alors c'est super, c'est un peu des canapés comme ça. Et on regarde le débriefing. Enfin, tu rigoles pas non plus, mais t'es pas en détente. Mais puis voilà, le responsable de la mission va débriefer. Déjà, est-ce qu'on a réussi à faire la mission comme on le voulait? Si oui, non, qu'est-ce qui peut être amélioré en tactique? Et après, on va revenir dans le détail, et notamment si tu es un jeune pilote en escadron, on peut même aller regarder vraiment ta cassette, ta tête haut, tu sais comment tu as géré, comment tu as piloté finement dans le détail ton radar, pourquoi là, à ce moment-là, tu n'as pas vu celle-ci, parce que tu étais mal réglé, parce que tu n'as pas... Donc, le débriefing peut durer très, très longtemps, ça peut au moins durer au moins 1h30, 2 heures facilement. Donc voilà, tu vois, déjà, si tu as volé, ta journée, elle est quasiment prise. Donc, et les autres jours, je te dis, tu as un travail personnel, tu peux même anticiper le vol que tu as le lendemain. Donc au final, tu as des bonnes journées. Généralement, la fin du travail, c'est 17h, on va dire, sur une base aérienne, mais globalement, un jeune pilote, il ne part pas avant 18-19h. Puis en plus, après, il y a le devoir, tu sais, on a ça, je ne sais pas si vous savez, dans l'armée de l'air, mais on appelle ça la salle de repos, mais c'est un bar, tout simplement, où on se retrouve généralement tous le soir. Et alors au-delà du côté un peu convivial, boire une bière, etc., mais c'est aussi, ça fait partie de la pédagogie parce que c'est là aussi que tout le monde va raconter ce qui s'est passé dans son vol du jour. Et par exemple, si un de tes camarades a fait une petite erreur sur un vol, il va te le dire et toi tu vas le comprendre. Et ça, on m'a toujours dit, typiquement, la formation de l'armée de l'air, elle est impossible pour quelqu'un qui serait tout seul, isolé en promotion. Parce qu'en fait, il n'arriverait pas à avancer assez vite.
en fait, il bénéficie de cette enveloppe de groupe et le dialogue est vraiment très important parce qu'il va se dire, tiens, aujourd'hui, il va dire à ses camarades, moi j'ai fait telle erreur, ou on m'a posé telle question avec tel instructeur, et les autres vont apprendre de cette erreur avant même et du coup vont peut-être pas la commettre. Et en fait, il va y avoir un effet de groupe, un peu boule de neige qui va tirer vers le haut la promotion. D'ailleurs, moi je me rappelle quand on était un instructeur et qu'on se rendait compte qu'un élève n'avait pas dit l'erreur qu'il avait faite à son copain et qu'on le prenait en train de la faire, bon, on allait engueuler l'autre parce qu'en fait on se disait mais t'as pas fait ton boulot, pourquoi tu l'as pas dit à ton copain, c'est pas normal. Vous ne parlez pas, c'est quoi cette promo? Ouais, donc il y a un gros effort de promotion à se faire et de dialogue notamment et d'apprendre de ses pairs qui est très important. Des vieux comme des jeunes, de tout le monde. Voilà. Génial. C'est à peu près une journée typique, on va dire. Génial. Donc, ça se passe comment concrètement sur la base il y a une zone où vous avez des bureaux, où vous avez la préparation. Ouais, ça, c'est l'escadron. Exactement, oui. Et du coup, ça, c'est, il y a des salons, Oui, en fait, des salles de travail, des bureaux. Pour te parler un peu. Alors maintenant, en plus, on a la chance d'avoir des infrastructures. Maintenant qu'il y a le Rafale qui est entré dans l'armée de l'air. Avant, il y avait moi sur Mirage 2000N, les escadrons étaient un peu vétustes. Ils dataient du Mirage 3, etc. C'était vieux. Maintenant que le Rafale est entré, ils ont vraiment créé des bâtiments qui sont vraiment. On a la chance d'avoir des locaux hyper modernes. Non, généralement, on travaille dans des. On va dire que les chefs sont dans des bureaux isolés à 2 ou à 3. Nous, on travaille dans des grands open space. En fait, chacun a un bureau. On est répartis dans des open space en fonction des cellules dont on parlait tout à l'heure. Et puis ensuite, pour préparer, tu as des salles de préparation qui sont dédiées, des grandes salles avec des ordinateurs où justement, je te disais, tu vas planifier ton plan de vol sur une grande carte, un ordinateur. On appelle ça claquer, mettre notre petite disquette pour préparer. Et ensuite, tu as des grandes salles de briefing, donc avec un grand tableau blanc, etc., voire PowerPoint si c'est des grosses missions d'importance, où on va tous se réunir et s'asseoir et justement briefer la mission avant de partir. Et ensuite, généralement, alors ça se passe généralement, c'est sur 2 étages. En haut, tu as, on va dire, les ops, donc les pilotes. Et en bas, tu as la partie technique, donc tu descends en bas pour aller, on va dire, prendre ton avion en compte, t'équiper, etc. Et ensuite, en fonction d'où est ton avion, généralement, tu es dirigé vers ta hangarette, si tu veux. C'est quasiment colocalisé. Ok, donc il y a l'escadron qui est partie bureau et tout. En bas, il se passe un peu d'équipement. Exactement. Et après, on va à côté à 100 mètres. Dans des hangars, entre 100 et 1 km, et il y a des hangars avec les avions qui sont stockés. Soit un parking, typiquement à Saint-Dié, c'est ça, tu avais un escadron et en face, tu avais certains avions qui étaient garés sur le parking et après, certains avions étaient dans des hangarettes. Donc on disait, je sais pas, ton Rafale est dans la hangarette 1, tu sais que c'est celle qui est la plus à gauche, donc il va falloir soit marcher, soit te faire emmener par un petit trackma et le mécano qui va te faire partir avec ton avion. En fait, tu prends ton avion en compte avec ton mécanicien. Et tu vas à ton avion, faire le tour avion et t'installer, mettre en route, etc. Voilà. Et l'avion, du coup, c'est toi qui le fais sortir du hangar ou c'est le mécanicien? Non, c'est toi. Ouais, généralement, il est dans le hangar fermé. Enfin, il l'ouvre et tu le mets en route dans ton hangar et ensuite tu sors en roulant avec l'énergie de tes réacteurs, tout simplement. Ouais. Okay. Et tu sors et tu t'en vas. Et le mécanicien, du coup, il prépare juste tout pour l'avion. C'est ça, exactement. Ouais. Il fait un tour de l'avion, il vérifie tout et toi, tu arrives et tu es tranquille. En fait, toi, tu arrives, il y a une espèce de. On appelle ça, c'est comme un transfert de responsabilité. Toi, tu prends l'avion en compte. Avant, il est au mécanicien. Toi, tu vas signer un papier en prenant en compte à chaque vol. Il fait ça, voilà, j'ai tel équipement, tel carburant, j'ai des bidons, éventuellement des missiles fictifs ou des vrais, ou des vraies munitions, un canon armé. Et là, tu vas faire ton tour avion à ton tour avec le mécanicien qui, lui, l'a fait avant toi, qui a vérifié que tout était bon. Et là, ça veut dire maintenant, c'est toi le commandant de bord de l'avion et tu en es responsable. Et jusqu'à ton retour de vol, où là, tu débriefes ce qui s'est passé avec ton avion. Tu mets, j'ai fait tant d'heures de vol, j'ai consommé tant de carburant, etc. Et puis voilà. Et là, je vous le rends, il est à vous. Ou il a une panne ou pas, j'en sais rien. Ok. Est-ce qu'il faut le dépanner, pas le dépanner? Est-ce qu'il y a un équipement qui ne marche pas? Ça arrive souvent sur un avion comme le Rafale, tu sais, c'est un peu des systèmes un peu techniques. Alors c'est un peu comme un gros ordinateur, il faut imaginer ça. Et souvent, un gros reset résout la plupart des pannes. Tu as souvent des petites pannes au démarrage. On fait un on-off et ça marche mieux et on part. Et heureusement, ça n'arrive qu'au sol et après en vol, c'est plutôt un avion très fiable. Ouais, c'est un super avion. Ok. On ne faut pas trop dire ça, qu'il suffit de faire on-off pour régler les problèmes. Oui, c'est vrai, ça marche bien. Un bon gros reset, ça marche très bien. Okay. Mais pour la prise en compte du coup du Rafale, il y a la même chose pour les véhicules dans l'armée de terre.
où on Oui. prend en compte son véhicule. C'est juste qu'on fait peut-être le tour plus rapidement, ah ouais, tout est bon, c'est bon, Ras. Là, pour l'avion dans lequel on va voler, Oui, bien peut-être sûr, qu'on est ouais. un peu plus Oui, encore, hein, tu sais, ça précautionneux. va assez vite, tu fais le tour, tu Oui. vérifies qu'il n'y a pas Ok. de problème, quoi. Mais voilà, ouais, c'est ça. Ok, C'est un génial. petit peu ça ta journée, voilà. Super. Donc pour résumer, ouais, 3 vols par semaine qui te prend bien ta journée et le reste du temps des tâches annexes administratives et beaucoup de travail personnel, surtout quand tu es relativement jeune. Ouais, dans donc l'escadron. préparation, Ouais, révision. exactement. Ce qui suit parce qu'en fait, plus tu vas monter dans l'escadron, plus tu vas prendre des responsabilités. Donc tes tâches annexes vont évoluer. Tu vois, nos chefs, typiquement, des fois, on appelait ça se tomber de vol parce qu'ils avaient une réunion avec le haut commandement, avec le commandant de base. Et là, ils se disaient, bah, là, je ne peux plus voler. Et même, tu les voyais arriver quasiment au moment du briefing, mais tu sais, la tête encore prise par la réunion. Et c'est une grande faculté aussi de se dire, maintenant, je laisse de côté tous mes problèmes administratif et de commandement, et maintenant je me concentre complètement sur mon vol qui est complètement différent. Voilà, et je me mets dans ma mission qui peut être des fois complexe, hein, dans lequel ils peuvent même être le chef de mission, ils n'ont rien préparé du tout, et ils arrivent et on te dit, bah, toi sois leader, mais on va dire que c'est son navigateur ou un autre qui va le briefer pour lui, et après c'est lui qui va emmener les 4 avions faire la mission, quoi. Donc ça demandait quand même, je trouve que c'est quand même une certaine force, une bonne adaptation mentale, une certaine capacité. Et les tâches annexes, du coup, ça c'est vraiment la partie révision, préparation qui prend beaucoup de temps. Et après, les réunions et toute la partie un peu administrative, gérer son dossier, Ouais, voilà. gérer des trucs pour l'escadron. Donc, ok. C'est ça, moi, tu vois, dans ma carrière, je suis passé par. Au début, je crois que j'ai dû faire un petit peu d'instruction, donc c'est-à-dire gérer les dossiers de progression des élèves, donc notamment quand j'étais instructeur. Au début, quand j'étais submerge de mine, j'étais dans une cellule qui s'appelle sécurité des vols, donc j'étais un petit peu, si tu veux, l'aide, on va dire la secrétaire de 2 pilotes très expérimentés, parce que généralement, c'est des gens très expérimentés qui font ça. C'est un peu les garants de la sécurité des vols, donc eux, s'ils voient quelque chose qui peut être potentiellement dangereux, vu leur expérience, ils arriveront à le dire aux autres pilotes et c'est eux qui vont le communiquer et mettre le doigt en disant attention, ça c'est dangereux, on va faire quelque chose, on va modifier les textes, peu importe. Et voilà, et moi j'étais un peu leur assistant, mais c'est très intéressant parce que je On voyais un apprend petit plus peu. vite. Ouais, exactement. Ouais. Je voyais qu'est-ce qui pouvait être dangereux, sur quoi il fallait faire attention. Je me suis même occupé dans un escadron nucléaire, tu vois, de sécurité nucléaire, de la formation des mécaniciens, à mettre un masque à gaz, etc. Enfin, tu vois, tu touches à tout en fait. Voilà, tu peux apprendre différents métiers, des fois pas très intéressants. Voilà, mais ça fait partie du fonctionnement de l'escadron et il faut le faire. Voilà. Mais chacun a sa part à jouer. Il n'y a pas du tout. Je crois que c'est aux États-Unis où les pilotes ne font que voler, c'est-à-dire qu'ils ont leur planning sur. Ok. C'est les élèves pilotes marins qui nous disaient ça en fait, parce qu'ils ont un gros cursus aux États-Unis. Et ils disaient, bon, en fait, nous, on était chez nous et tu avais ton planning sur ton téléphone et si tu volais pas dans la journée, tu venais pas et tu venais que pour voler. Eux, c'est très différent, voilà. Mais nous, on n'a pas cette chance. On n'est peut-être pas armés comme eux. Ah, mais sur ça, les armées. En fait, moi j'ai pu aller en Colombie pour 3 mois et c'est sur le même modèle que l'armée américaine. Et on a pas mal de personnes à Saint-Cyr qui vont après aux États-Unis ou autres. Et du coup, le modèle des armées américaines, parce que globalement, tout Amérique du Sud, Amérique du Nord, c'est un petit peu le même modèle. Et eux, c'est vraiment que la partie opérationnelle qu'ils font. Et D'accord. tout ce qui est administratif, il va y avoir des officiers qui sont en bureau, qui en fait, ils ont l'état-major qui fait toute la partie administrative, et ceux qui sont vraiment opérationnels, ils font quasiment que de l'opérationnel. Après, bon, ils font parfois un peu d'administratif, mais que ce soit armée de terre, armée de l'air, marine, ils font vraiment tout l'opérationnel et ils s'occupent beaucoup moins du reste. Okay. Alors que dans l'armée de terre française, c'est pareil. On a 50 000 trucs à gérer. Il faut Exactement. gérer l'entretien casernement, l'entretien des équipements, vérifier que les dates des équipements. Et en fait, tout le monde contribue un petit peu à ça. Bien sûr. Et sur le modèle américain, il y a des personnes qui ont vraiment ce métier de tout gérer, des magasiniers, des personnes qui font que ça. Et les autres, ils font que la partie opérationnelle. Exactement. Donc, est-ce qu'il y a un meilleur modèle? Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas non plus. Ouais. Mais en tout cas, ce serait idéal si chacun était dans son. Il y a des avantages et des inconvénients. Oui, tout à fait. Après, sur l'implication des personnes, c'est peut-être mieux le côté français, mais sur le fait de se lasser et d'aimer le métier sur du long terme, c'est peut-être mieux le côté américain. Si on a des personnes qui font bien la partie un peu chiante. Ouais, exactement. Mais après, ça doit coûter plus cher aussi. Oui, s'il y a plus de personnel. C'est du RH, il faut plus de monde. C'est clair. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des différentes missions que tu as pu faire, celles qui t'ont marqué, comment ça s'est passé, et surtout, ça se passe comment en mission pour un pilote? Alors déjà, quand on est désigné sur une opération extérieure, alors moi je parle que de ma partie où je faisais du biplace. Moi j'ai volé toujours avec, comme j'étais dans des escadrons nucléaires, c'est la spécificité.
D'ailleurs, c'est un petit peu la petite historique. Pourquoi on a des Rafales biplaces dans l'armée de l'air? C'est parce qu'en fait, la mission nucléaire exige qu'on soit deux. Tu sais, c'est un petit peu comme dans les films américains où on voit, quand ils déclenchent, ils sont deux à tourner la clé en même temps. Et ben, dans un Rafale, il faut imaginer que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si le pilote et le navigateur ne sont pas d'accord, il ne pourra rien se passer. Ah, c'est juste pour ça, la pour qu'il y théorie ait des deux hommes. Exactement, c'est pour qu'il y ait Ok. deux hommes qui soient d'accord au même moment qu'il se passe ça. Voilà. Mais Ça, je pense pas que je déflore un secret ok. national, mais Non, voilà. mais je savais pas pour le coup. Ouais, ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qui fait ça? Parce que l'ordre, il est donné. Alors, c'est pour être sûr qu'il soit il est donné bien. en plus haute sphère, hein, bien sûr, c'est le. Oui, mais l'ordre, il a été validé, Oui, revérifié. exactement. Oui, Mais oui. c'est pour vérifier que celui qui pilote Oui, et pas un délire et puisse exactement. pas. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est D'accord. toujours jusqu'au bout. Ok. J'ai plus le terme, c'est pas de la redondance, mais c'est pas de la redondance de système, mais tu vois, c'est vraiment pour Mm. que toujours, c'est la théorie des deux hommes. Voilà, que les deux personnes soient d'accord au même moment pour vraiment finaliser cette décision. Mais donc du coup, quand on partait en OPEX, qui était des opérations conventionnelles, hein, c'est pas du tout nucléaire pour le coup, heureusement, et ben on partait à deux. Donc là, au lieu de, ouais, parce que du coup, on se demandait aussi, j'ai cette question, est-ce que vous voulez tout le temps avec le même navigateur, un petit peu comme on voit dans Top Gun, là, on voit tout le temps Maverick et Goose. Alors nous, non, ça change tout le temps. Hein. Tu Ok. vois Ouais, c'est des plans de vol qui sont faits, Exactement, programmés. ouais. Ok. C'est le commandant escadrille en fait qui gère l'activité du jour et qui désigne les gens. Enfin, il va te dire, tu vas voler à midi, tu vas faire telle mission et tu vas voler avec un tel et un tel. Voilà. Donc, c'est pas toi du tout qui choisis avec qui tu vas voler. C'est de manière totalement aléatoire et généralement ça change. Et les navigateurs sont toujours navigateurs ou ils peuvent. Non, ils sont toujours navigateurs. Oui, Ouais. c'est vraiment Ils ont un pas métier. du tout, Ouais. ils n'ont pas de formation du tout au pilotage. Enfin, Zéro formation de pilotage. non, Ok. pas du tout, pas du tout. Ouais. Ils sont pas du tout amenés à prendre les commandes. Et donc D'ailleurs, ça, c'est un métier qui est plus accessible niveau formation. Bah, oui, Oh. je dirais que c'est différent. Ouais, c'est complètement différent. Alors, généralement, maintenant, je sais que dans les des tests de sélection, si tu veux, c'est attribué quasiment tout de suite. Tu passes des tests psychotechniques, des entretiens, etc. Et je crois que tu es quasiment orienté dès le début. Comme il n'y a plus cette histoire de sélection en vol, tu es orienté pilote ou navigateur dès tes premiers tests de sélection qui maintenant se font à Tours, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc D'accord. tu sais déjà si tu es affecté dans telle ou telle filière. La filière est différente parce que du coup, navigateur, c'est plus rapide pour le coup. Tu gagnes du temps. Heureusement. Bah oui, du coup, tu n'as pas toute la partie pilotage, mais ils apprennent d'autres choses. Eux, on va dire, pour parler rapidement de ce métier qui est aussi différent, on va dire qu'un pilote de chasse dans le Rafale, on va dire qu'il gère quasiment l'instant T et quasiment tout ce qui va se passer tout de suite. Déjà piloter son avion, déjà une grosse partie, ravitailler en vol, délivrer l'armement, ça c'est lui qui le fait. Et puis si tu dois gérer, je sais pas moi, une menace, un missile, du combat aérien, etc., c'est toi qui vas le faire. Voilà. Par contre, tout ce qui va arriver après, à l'instant T+1, on va dire, le pétrole sur qui on va ravitailler derrière, les communications avec les personnels au sol, notamment là, quand on fait de l'appui-feu au sol, ça c'est le navigateur qui va s'en gérer. Et globalement, il s'occupe plutôt de la partie air-sol, la gestion des capteurs, tu sais, les pods, etc., désignation. Ça va être sa partie à lui. Ok. Mais lui, son but, c'est surtout d'avoir une vision, on va dire, le deuxième coup aux échecs. Quoi, tu vois, toi, tu es en train de gérer ta partie et lui, il a déjà pensé qu'il allait prendre l'arène, tu vois, avec son fou. Il est déjà dans le coup d'après. Quoi, là. Et il va te dire, non, réagis pas plutôt à gauche parce qu'en fait, il y a une patrouille ennemie qui arrive par la droite ou il y a tel système. Ah oui, merci, pas bête. Tu vois, là où tu te serais fait avoir. Et dans les environnements actuels il faut imaginer, du coup, on va reparler de l'OPEX là. Maintenant, l'OPEX, c'est hyper complexe. Tu vois. Déjà, on s'inscrit généralement dans un cadre multinational, donc généralement, souvent géré par les Américains, hein, nos alliés. Mais tu vois, moi, les OPEX que j'ai fait la plupart du temps, on était basé en Jordanie et on allait au-dessus de l'Irak, de la Syrie, pour combattre l'État islamique, etc. Et généralement, toute la zone d'opération est gérée par des contrôleurs américains, des AWACS américains, donc c'est eux qui gèrent la zone. Il faut imaginer que l'espace aérien est complètement divisé dans des espèces de petites boîtes diverses dans lesquelles les différents avions s'imbriquent en 3D dans tous les sens. Quoi, voilà. Et toi, tu reçois ton ordre et c'est comme ça que tu... Et dans cet univers complexe où il y a plein de communications avec les ravitailleurs, la WACS, les contrôleurs, c'est bien d'être deux quand même. Vraiment, c'est beaucoup mieux d'être deux. Parce que tout seul dans les avions, tout seul dans ton petit Rafale, t'es vite surchargé. Quoi. L'AWACS, c'est le gros avion de reconnaissance avec l'espèce de rond au-dessus, c'est Exactement, ça? Oui, c'est ça. Ouais, on en a en France, mais... le français, il a une boule, non? C'est un truc... Non, il a aussi le rond. Il a une espèce de rond. Alors, je crois qu'il y a différents types d'AWACS. Nous, on ne doit avoir pas exactement le même que les Américains, mais globalement, c'est un avion radar qui est capable de gérer... En fait, à l'intérieur, ils sont plusieurs contrôleurs aériens et ils gèrent les patrouilles, ils arrivent à te dispatcher, etc. C'est un peu le chef d'orchestre du champ de bataille, vraiment, complètement. Ouais. C'est hyper intéressant ça. En fait, dans l'armée de terre, on apprend à reconnaître
plein de véhicules, y compris de l'armée de l'air, donc tous les avions, tout ça, on apprend à les reconnaître, mais on n'apprend pas forcément quelle est leur Ah oui, utilité. à quoi il sert, Et du coup, nous, on nous dit avion de reconnaissance, donc Oui. on sait que c'est un avion de reconnaissance, mais on ne sait pas qu'ils font le contrôle aérien, Ah, non, donc non, ça, non. c'est intéressant. Ok. En fait, c'est une composante hyper intéressante, la WACS, parce que c'est lui qui va contrôler complètement le champ de bataille. Il va le voir beaucoup plus loin que. Imaginons, je vais dire une bêtise, mais un Rafale, il va voir à 100 km, 120 km dans un espèce de cône assez restreint. La WACS, lui, il va avoir une vision globale de tout le champ de bataille, et puis ils sont beaucoup plus nombreux dans l'avion, donc ils peuvent vraiment gérer bien tout ce qui se identifier, passe. comprendre. Exactement, ouais, exactement. Ouais, ouais. Ok, génial. Ils ont des capacités beaucoup plus fortes. Donc l'OPEX, donc tu pars avec ton navigateur qui est attitré. Cette fois-ci, tu formes vraiment un équipage de combat, généralement à ISO qualification. Tu pars depuis la France avec ton avion, tu décolles et… Ça dépend. Des fois, tu peux partir comme ça. Ouais, j'ai déjà fait des convoyages comme ça. Généralement, les avions sont déjà sur place. Donc tu pars avec ce qu'on appelle une VAM. Hein, voilà, Ah, ok. en Oui, comme Airbus, pour l'armée de terre. Exactement, Oui. ouais, tout pareil. Voilà. Donc on se déployait, c'était sur une base en Jordanie. Ok. Et alors les Et OPEX. ton avion, du coup, il arrive par bateau? Non, Ah, en convoyage. Ah Non, oui, non. quelqu'un- En fait, ils sont un déjà autre là-bas. pilote l'a Ils sont appris. déjà là-bas. Oui, mais du coup, il y a un pilote qui est venu une première fois, Oui, il c'est reste ça, sur exactement. place Ouais, et ouais, ouais. ensuite les Et suivants s'il ils y a viennent en… besoin, moi ça m'est déjà arrivé de le faire, typiquement si l'avion, tu sais, ils ont des cycles de maintenance qu'on ne peut pas faire éventuellement en opération extérieure, il faut les ramener et les remplacer. Donc là Ok. pour le coup tu vas aller sur ton théâtre extérieur, on va profiter de cette relève d'équipage pour amener des avions neufs et ceux qui vont repartir ramèneront les avions, on va dire, qui nécessitent de la maintenance ou qui ont déjà utilisé trop leur potentiel. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire les échanges. Donc les deux existent, toi tu peux y aller par… généralement, c'est par air, hein, de toute façon, par voie aérienne militaire, ou alors sinon par convoyage avec ton propre avion, exactement. Ou un Rafale qui va te servir à tout le monde, de toute manière, hein, c'est pas ton avion. Hein. Oui. Mais voilà, tu pars. Et nous, généralement, les opérations extérieures, ça dure que 2 mois. Donc ça, c'est la grosse différence. Avec, je sais, vous, dans l'armée de terre, c'était 4 voire 6 mois. Parce que j'ai eu la chance de faire justement une fois une opération vraiment imbriquée avec l'armée de terre. Et c'est pas du tout les mêmes opérations extérieures, je tiens à le dire. Donc j'avais un grand respect pour l'armée de terre, parce qu'on pourra en reparler rapidement des différences. Et du coup, alors, en tant que on n'a que 2 mois, c'est assez court. Ça s'explique parce qu'en fait, quand on va voler sur le théâtre extérieur, les missions sont longues. Elles font généralement entre 5 et 6 heures de vol, parce que ça comporte 2 à 3 ravitaillements en vol. Et rapidement, en fait, tu vas sur un vol sur 2 mois, tu vas faire rapidement un gros volume d'heures de vol. Tu sais qu'un avion, les pilotes de l'OTAN, généralement, l'OTAN en fait, recommande que ces pilotes de chasse fassent entre 150 et 180 heures de vol par an. Donc en fait, si tu volais plus en opération extérieure, si tu faisais plus de 2 mois, et ben en fait, tu aurais déjà, si tu veux utiliser tout ton quota d'heures de vol. Ouais. Okay. Donc en fait, tu reviendras en métropole et tu pourrais quasiment plus voler, tu serais quasiment à l'arrêt. Donc c'est pour ça qu'on se maintient 2 mois. C'est pas de la fainéantise ou des goûts de princesse, on va dire, mais voilà, c'est juste sinon tu exploses ton quota. Voilà. Ok. Et en opération, comment ça se passe le quotidien ? Le quotidien, alors déjà on a la chance, alors ça c'est pareil, c'était quelque chose qui faisait rire un petit peu, sur lesquels on était critiqué par l'armée de terre, parce que c'est vrai qu'un pilote, alors on a la chance d'être super bien traité, généralement tu as ta chambre individuelle, tu as souvent la clim, parce que on estime qu'il faut que tu sois quand même reposé, parce que tu fais des missions longues, etc. Donc tu as un bon repos, et généralement des infrastructures sont très bien. Alors attention, je ne parle pas des premiers pilotes de Mirage F1 qui sont en Afghanistan et je crois qu'ils étaient sous tente au début, mais généralement les OPEX modernes qu'on connaît actuellement, tu es généralement bien traité, tu as vraiment des infrastructures super, hein, tu as même du sport, voilà. Ouais. C'est une petite ville en fait, hein, c'est une petite base close tout simplement. Et après le rythme des vols, globalement, nous ce qu'on faisait c'était à peu près un vol tous les 3 jours, parce que tu avais un vol plus la mission, okay. Tu vois, comme tu l'as compris, 5-6 heures de vol, généralement ça te prend ta journée. Généralement plus c'est des horaires atypiques, généralement on vole de nuit avec des créneaux de 2 heures à 6 heures du matin, donc tu vois qu'ils sont très fatigants pour le système. Et généralement le lendemain, tu te reposes, et le surlendemain tu commences à préparer ta mission de l'après. Voilà, okay. Donc c'est un cycle comme ça d'opération qui passe généralement. Voilà. Et les missions du coup que tu as pu faire, tu as fait principalement quoi? De la reconnaissance Non, alors nous on faisait principalement, alors après ça dépend vraiment beaucoup de… Tu vois, moi j'ai connu des gens qui sont partis en opération extérieure à un moment donné où il y avait la prise de Mossoul, etc. Donc c'est des moments très denses, tu vois, où l'activité… en fait ça dépend de ce qui se passe sur ton théâtre à ce moment-là. Moi quand je suis allé en Irak-Syrie, généralement c'était assez sur la fin plutôt, donc c'était relativement calme en fait. Donc tu vois… généralement, en fait, on va te le dire, la veille de ta mission, on va te dire aujourd'hui, ta mission, ça va être dans tel
tel endroit du pays et tu vas être dédié à une équipe. Généralement, tu travailles, de toute façon, on travaille quasiment tout le temps avec une équipe au sol. On va dire que avec 90%, ouais, exactement, 90% des opérations extérieures maintenant, c'est quasiment de l'appui feu. Donc en fait, tu es dédié à un JTAC au sol qui lui va te dire, et globalement des fois ça peut être un peu, un peu chiant, tu vois. Un jour il va te dire, bah voilà, on est à tel endroit. J'aimerais qu'avec ton pod, tu me dises si tu vois pas des mobylettes arriver par tel rond-point à tel endroit. Non, mais c'est vrai, des fois c'est la réalité de la guerre. Hein. Et des fois, donc tu es un drone, tu sers de drone. Mais si jamais il leur arrive un truc, il faut une action de feu ou quoi que ce soit. Et des fois c'est le feu. Moi je me rappelle d'une fois, on est arrivé, il y avait des F-15E qui étaient déjà sur la zone. Et le JTAC qui était américain commençait déjà à leur passer des ordres de feu. On les entend tirer. Et nous, on n'était même pas encore arrivés sur zone, on venait de ravitailler, ils nous passaient déjà ce qu'on appelle une 9 line, si tu veux, c'est un ordre de feu. Oui. Ils te disent directement les coordonnées. J'ai fait ça pour m'entraîner. Toi, tu te dis, ah ouais, là, on va être dans le bain tout de suite. Donc, c'est-à-dire que là, tu vas arriver, tu te prépares presque à tirer dès qu'on arrive. Et au final, ça s'est complètement dégonflé dès qu'on est arrivé parce que, alors, il nous a fait attendre, t'attends. Donc, on était prêts, on avait les objectifs dans les pods, on s'était refait les procédures, on était prêts. Et en fait, au bout d'un moment, le JTAC nous dit. On laisse tomber, on a vu des enfants devant la maison. Donc là, on sait que voilà, c'est fini. Mais après, l'ennemi n'est pas bête, tu sais. Oui, il joue. Il joue avec ça, avec nos règles, nos propres règles d'engagement. Ils ont certainement pris des enfants qui étaient dans le coin et les ont mis devant et on ne pouvait rien faire. Quoi, voilà. Et c'était terminé. La mission était finie pour nous. En fait, du coup, on est resté là à surveiller ce qui se passait. Je crois que ça s'est terminé comme ça. Hein. D'ailleurs, c'était un statu quo. Eux non plus ne sont pas intervenus, les équipes au sol. Mais globalement, le gros de ton travail, c'est ça, c'est d'appuyer les troupes au sol, voilà, sur une action de feu. Ok, génial. Juste quelques petits points pour préciser. Déjà, JTAC, c'est Joint Tactical Air Controller. C'est un membre de l'artillerie. Du coup, c'est un officier d'artillerie qui est dans l'armée de terre et qui va servir à faire la coordination entre l'armée de l'air, donc entre Maxence et le sol, et qui va pouvoir demander des frappes aériennes. Du coup, une frappe aérienne, on dit une GBU, c'est ce qu'on demande, ou une frappe. Après, il y a différents termes en fonction de ce qui va être utilisé. Et du coup, c'est lui qui va envoyer un ordre de frappe et qui va guider à la radio en anglais, parce que c'est en anglais pour ça, en anglais, et qui va dire tous les éléments, du coup les coordonnées, où ça, quel type de frappe, ce qu'on demande exactement, et il va exactement définir ce qu'il veut à quel endroit pour que Maxence, avec son avion, puisse arriver après mener sa mission à bien. Et ensuite, le deuxième point, oui, sur les règles d'engagement, c'est un point important à préciser aussi. En fait, la guerre, c'est hyper cadré. On ne fait pas ce qu'on veut à la guerre. Du coup, il y a plein de règles à respecter. Et ces règles-là, elles permettent d'avoir une règle qui va être dite propre. Alors, voilà. Entre militaires, on se comprend. Pour un civil, c'est pas compréhensible, la guerre propre. Mais en fait, il y a des choses qui sont interdites à la guerre parce qu'on considère que c'est trop violent, que ça peut toucher les civils, que ça peut abîmer le pays pendant beaucoup trop longtemps. Par exemple, les mines, ça peut abîmer le pays pendant 20 ans et derrière tuer des enfants, blesser des enfants pendant des années derrière. Et donc, il y a des règles d'engagement pour éviter de toucher la population civile. Et notamment, là, ce que disait Maxence, c'est quand il y a une femme, un enfant qui sont de la population civile, à part s'ils sont armés qui menacent directement des forces, on ne peut pas les engager, on ne peut pas leur tirer dessus. Et si Maxence tire sur ces personnes-là et que derrière il y a une enquête, Maxence derrière peut être condamné. Et les officiers, enfin les militaires peuvent être condamnés pour des exactions, on parle d'exactions. Donc juste sur les règles d'engagement, l'État islamique et les talibans ont beaucoup joué là-dessus et ont utilisé des hôpitaux, ont utilisé des endroits pour protéger leurs troupes et pour pouvoir agir en toute impunité pour empêcher les forces armées françaises, américaines et autres d'intervenir et de pouvoir mener leur mission à bien. Donc c'était juste le petit aparté pour que tout le monde puisse bien comprendre. Maintenant, donc, sur cette mission-là, tu n'as pas pu la mener à bien. Est-ce qu'il y en a d'autres où tu as pu… mener à bien, après, tu vois, comme tu dis, c'est une circonstance. Après, voilà, nous, quelque part, la mission, elle est faite parce qu'on a été… on va dire que nous, notre mission, on considère qu'elle est accomplie lorsqu'on a, voilà, on a assuré notre créneau sur les… Après, nous, franchement, moi, j'étais pas malheureux de ne pas rentrer à la maison avec toutes mes bombes sous l'avion. Je ne voyais pas du tout ça comme un échec, au contraire. Hein. Au contraire, je suis pas content parce que, comme tu l'as dit, c'est même souvent beaucoup d'ennuis. Moi, je me rappelle notamment, j'avais eu en Libye, j'avais tiré une bombe pour le coup sur un objectif. Là, c'était une mission complètement différente en Libye parce qu'il n'y avait pas de personnel au sol.
Donc en fait, on faisait de la mission ce qui s'appelle SCAR, c'est-à-dire grosso modo, c'est de la reconnaissance armée. Donc en fait, on était pareil dédié dans une zone et on cherchait des éventuels objectifs militaires potentiels. Et une fois, on était dédié, je crois que cette mission-là, c'était notamment, il y avait un barrage routier que les rebelles avaient instauré avec 2 camions, si tu veux, qu'ils avaient mis sur la route. Et notre ordre, c'était justement de Juste détruire, voilà, détruire dégager la zone. et là, donc relativement simple, voilà, on est en équipage, on nous dit bah, c'est vous qui allez tirer sur cet objectif, donc on se prépare, etc. Bien sûr. Et là, si tu veux, on est quasiment en face, hein, c'est une bombe guidée laser, donc globalement tu la largues et elle est censée aller devant. Et on avait quasiment la vue de l'objectif parce que c'était dans le désert, ça se voyait quasiment, on n'était pas très haut. Et là, en fait, dans la vision périphérique, tu vois une explosion, mais quasiment dans ton champ périphérique complètement à gauche là, et tu te dis là c'est pas normal du tout. Et en fait c'était notre bombe qui avait explosé là-bas après le largage, tu veux. Donc on va voir là-bas. Fort heureusement c'était dans le désert. Pourquoi C'était un défaut technique. Donc en fait tu vois, là tu le sais qu'au débriefing en fait si tu veux, parce qu'il y avait des experts armements qui étaient avec nous, et c'est là justement où on parle de... En fait, en tant que pilote, tu vois, on parle tu parles des règles d'engagement, etc. Mais c'est justement, si jamais il y a un défaut, on va dire qu'il y a malheureusement il y a des dommages collatéraux qui sont faits, et que ça finit, bah, je sais pas moi, aux nouvelles, tu vois, sur CNews ou j'en sais quoi, on a tué 50 civils. Finalement, c'est toi qu'on va aller voir, parce que c'est toi finalement qui as tiré la bombe. Pourquoi tu l'as tirée exactement. Là, fort heureusement, on avait tiré voilà, dans le domaine de tir, etc. C'est juste, bah, des fois, une bombe, c'est un élément technique. Et là, globalement, je crois qu'il y avait une gouverne qui s'était mal déployée. Et en fait, elle était partie complètement à gauche. Elle avait pris une mauvaise trajectoire et c'est pour ça qu'elle avait tapé à côté. Nous, on était quelque part couvert parce qu'on avait l'autorisation de tirer, on avait tout fait comme il fallait, c'était juste la bombe qui était typiquement... Et fort heureusement, elle était tombée dans le désert. Bah, coup de chance. Ça aurait été autre chose, tu vois, ça aurait été sur une maison, là tu le prends quelque part. Bah là, c'est enquête derrière poussée. Voilà. Ouais, donc c'est pour ça que c'est vite compliqué. Je ne sais plus pourquoi on parlait de ça. Mais... Après, non, sur les défauts techniques, c'est un peu comme une munition d'un fusil qui peut ne pas partir, ça arrive. Sauf que là, c'est juste 10 fois plus gros et même plus que 10 fois. Et ça avait plus de dégâts. C'était une grosse bombe, c'était une bombe d'1 tonne, donc c'est quelque chose qu'on ne tire pas tous les jours. Ouais, donc c'était assez impressionnant. Voilà. Bah, disons que tu fais le pareil, ça c'est, tu vois, c'est tous des éléments psychologiques parce qu'il faut quand même continuer la mission. Tu as fait ça, il s'est passé ça, mais en fait tu es quand même encore en vol et il faut un peu mettre ça de côté, on se dit bon c'est pas grave, on verra ça au sol. Et je continue ma mission parce qu'elle n'est pas finie, il me reste encore 1h30 à rester. Et il y a le transit retour. C'est vrai que le transit retour, tu commences à te dire, tu commences à gamberger, te dire qu'est-ce que j'ai fait, quoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et tu es heureusement fort soulagé quand tu te dis, bon, c'est pas ma faute, c'est la bombe, mais moi j'ai rien fait. C'est un peu ce que je disais au début, cette espèce de stress de se dire, je veux bien faire, je veux faire ça dans les règles. Exactement comme tu l'as expliqué avec les règles d'engagement. Nous, on fait une guerre, on est des professionnels dans l'armée de l'air et on fait pas n'importe quoi et on suit des règles, voilà. Qui n'est peut-être pas forcément le cas malheureusement de nos ennemis, et qui ont très bien compris nos règles et qui savent bien comment les utiliser. Après, ils ont bien raison. Hein. Ils ont raison, c'est le jeu. C'est le jeu, exactement. Ouais. Et tu as pu larguer des bombes sur des objectifs avec des personnels Plutôt en Libye, ouais, ça s'est plutôt fait en Libye, ouais, exactement. Ouais, en d'autres théâtres, non. Mais ouais. Comment tu t'es senti à ces moments-là? Alors, je pose la question, je ne sais pas si tu es à l'aise d'en parler. Hein, si. Mais c'est surtout que je pense à l'histoire des pilotes de drones américains qui ont eu beaucoup de problèmes psychologiques, mais eux étaient à distance. Donc, eux, ils larguaient des frappes sur des civils, des militaires aussi, des civils. Et ils ont largué beaucoup, et ils se sentaient très mal parce qu'ils étaient à distance. Est-ce que toi, tu as pu ressentir un petit peu ça ou est-ce que au contraire Alors je vais te dire, je vais te répondre à ça. Alors je peux comprendre la question notamment avec des pilotes de drone parce qu'ils voient physiquement ce qui se passe. Vraiment, c'est vrai que maintenant avec la technologie actuelle, on a vraiment des optiques incroyables et on peut voir vraiment très bien ce qu'on fait. Moi, c'est un peu particulier parce que cette opération extérieure, si tu veux, j'étais sur un avion qui n'avait pas le pod. En fait, si tu veux, on volait avec un autre avion Mirage 2000D. Le pod, c'est la grosse caméra. C'est la caméra. Voilà. Le pod, c'est la caméra donc, qui permet de voir l'objectif. Donc nous, si tu veux, sur cette opération, on pourrait appeler ça vulgairement camion à bombe. C'est-à-dire que globalement, c'était le Mirage 2000D qui nous disait l'objectif est là, je le désire, et tu tires dessus. Bien sûr, on voyait la vidéo au retour. Et en fait, moi, je n'ai eu que des objectifs, tu vois, un barrage routier, des caches d'armes. J'ai pas vu physiquement de personnel s'éloigner. J'ai vu des vidéos, effectivement, où tu vois physiquement que, mais pas pour toi. Non. Donc tu t'es jamais senti responsable. Non, quelque part non. Et puis je te dis, c'est des objectifs. Je suis vraiment au niveau conscience, je suis clair avec moi-même. Après, voilà, on sait qu'on va faire la guerre, on sait que potentiellement on va taper des objectifs. Mais pour le coup, dans ce cadre-là, c'était vraiment des objectifs militaires où il y avait des caches d'armement. D'ailleurs,
le fait que quand la bombe a explosé et qu'elle ait fait, on va dire, entre guillemets, des petits, tu savais que tu avais tapé une vraie caisse de munitions et qui, quelque part, a sauvé d'autres vies plus tard, tu vois. Donc, voilà, et ça fait partie, malheureusement, du métier. Voilà, il faut être clair avec soi-même, effectivement. Après, moi, je trouvais que le côté closer support, donc, pardon, c'est l'appui au sol, hein, c'est la mission de closer support. L'appui fait au profit de troupe, quelque part aussi, ça justifie aussi parce que tu te dis, je tire sur quelque chose, mais c'est un travail d'équipe et je sors, entre guillemets, du pétrin mes camarades qui sont au sol. Donc en fait, c'est aussi, on peut le voir de ce côté-là aussi. Voilà, il faut toujours essayer de se trouver quelque part, peut-être c'est personnel, des biais cognitifs pour se dire ce que je fais c'est bien, etc. Voilà, peut-être que je vais enlever la vie de quelqu'un aujourd'hui, j'en sais rien. En fait, voilà, j'ai jamais cherché à comprendre. Tu sais, peut-être que dans cette cage d'armes, il y avait quelqu'un, mais je me pose pas ce genre de questions. Voilà, tout simplement. Voilà, tu fais la mission. Voilà, parce tu fais la que mission, c'est tu fais ce que qu'il faut tu faire. fais. Voilà, et puis, écoute, comme tu l'as dit, la guerre, c'est entre guillemets. Je crois que c'était sur un autre podcast où on disait que, grosso modo, si tu veux. La guerre, c'est un peu entre personnes, c'est comme un jeu entre adultes consentants, entre guillemets. Tant que ça touche pas, tu vois, les enfants, les femmes, voilà, des gens qui n'ont rien à voir à y aller. Quelque part, l'objectif militaire, l'autre en face, il est aussi d'accord, il a fait la guerre, il est là, comme moi. Moi aussi, je peux me prendre un missile, je peux tomber au sol, je l'accepte. Voilà, ça fait partie du métier, je suis un soldat et l'autre aussi en face en est un. Voilà, tant que ça reste, on va dire, dans ce cadre-là, quelque part, je trouve que ça ne me pose pas vraiment de problème de conscience. Par contre, si ouais, effectivement ma bombe avait tapé une école ou quoi que ce soit, là, je pense que c'est pas la même. Je ne sais pas comment tu peux. La bombe qui se rate et qui part sur une école, waouh! Ouais, même si c'est un défaut technique. Tu le vis très très mal. Ouais, heureusement, ça ne m'est pas arrivé. Je connais personne à qui c'est arrivé, mais effectivement, ça doit être difficile à vivre. Effectivement. Ouais. Il y avait eu l'histoire du mariage là, pendant l'opération Barkhane, un mariage qui avait été bombardé. Après, je ne sais pas ce qu'il en était advenu, mais il y avait une enquête à la suite de ça. Il me semble que de mémoire, c'était plus un coup monté médiatique pour critiquer l'armée française. Oui, certainement. Ah oui, il y a beaucoup de propagande. Et puis, comme tu disais, on fait confiance aux règles d'engagement. L'armée de l'air, elle ne va jamais prendre de. Dans les armées, je pense même parler pour les armées françaises en règle générale, on va prendre beaucoup de précautions. Pareil, on va dire que les Américains sont peut-être un peu plus légers là-dessus. Nous, les Français, avant qu'on tire sur un objectif, on est vraiment sûr à 100% que l'objectif est. Tu vois, je faisais une OPEX, notamment, j'étais au Qatar, donc on appelle ça le CAOC, là, donc un centre de commandement déporté, et justement où tu analyses, parce que généralement tu n'es jamais seul sur le théâtre, tu vois, quand toi tu vois ton objectif, généralement il y a un autre drone qui est au-dessus de toi et qui filme la scène, et il y a des gens, notamment des officiers qui ont la tête bien reposée, qui sont payés pour ça, avec notamment, on appelle ça un LEGAD, donc c'est un officier spécialisé dans le droit international et des conflits armés, qui vont détailler la scène pour vraiment être sûr que là, on ne va pas faire de bêtises, on ne va pas avoir de dommages collatéraux, etc. Donc voilà, c'est quand même hyper réfléchi. On ne tire pas comme ça une bombe sur un objectif. Donc bon, généralement, si on te dit tu peux y aller, tu as tous les saints sacrements, tu peux le faire, généralement, tu peux le faire avec ta conscience relativement tranquillement. Ouais. Voilà. Alors, je me souviens des amphis, des légades et des cours de DCA que j'ai pu avoir. DCA, c'est droit des conflits armés. Ça m'a un peu traumatisé parce qu'on nous montrait de ces vidéos où, en fait, on nous montrait beaucoup de vidéos de ce qu'il fallait pas faire. Et du coup, on voyait des vidéos d'hélicoptères qui étaient au-dessus de mecs blessés au sol. Et on voyait l'hélicoptère qui mitraillait les personnes au sol ou des trucs que des choses. Pareil, sur le début, non, c'était entre la Russie et la Crimée, on voyait des vidéos en 4K de mecs qui exécutaient des gars au sol et des trucs qu'on n'a absolument pas le droit de faire aujourd'hui dans la guerre. Et on voyait plein de trucs comme ça pour nous dire. Si un jour en opération ça vous arrive, ne faites pas ça. non. Est-ce que tu as vu ce genre de vidéo? Non, alors je pense que on a vu les mêmes, exactement. Ou des Américains qui tirent un petit peu sur tout et n'importe quoi, effectivement. Ils ont la gâchette un peu plus facile que nous. Non, généralement, nous, on fait attention. Comme tu disais, la guerre, c'est jamais propre. Hein. C'est malheureux, ce genre d'extrémités auxquelles on n'aimerait pas aller. Mais bon, malheureusement, des fois, on ne vit pas dans un monde facile, donc il faut parfois employer la force, mais je pense que nous on essaie de le faire, comme tu disais tout à l'heure, le plus proprement possible, et dans les règles. Sur ça, alors moi aujourd'hui, à titre personnel, je ne suis pas toujours fan des engagements pris par l'armée française sur toutes les interventions, mais sur ce que l'armée française fait pour faire en sorte de rester propre et de ne pas commettre de fautes, je trouve que c'est compliqué de faire mieux, vraiment.
Parce qu'en fait, à un moment, ça reste la guerre, il faut prendre des décisions rapidement. Et je trouve qu'il y a très peu de fautes qui sont commises, très peu d'erreurs qui peuvent arriver. Et au moindre doute, l'armée française n'hésite pas à dire stop. Et en fait, tout ce qui va sortir dans les journaux, justement, en fait, l'armée veut absolument éviter ça. Elle veut absolument éviter qu'il y ait des petites erreurs qui font que derrière, on critique l'armée française. Et le but, c'est d'en avoir zéro. Mais il faut bien se dire que, par exemple, sur l'opération Barkhane, il y a eu quelques petites erreurs, quelques petites histoires, mais sur 8 ans d'opération, quand il y a eu plein de missions menées à gauche, à droite, et qu'en même temps, il y avait l'Irak, la Syrie, tout ça, il y a quand même très très peu de fautes graves qui ont été commises par rapport à tout ce qu'il y a eu. Quand on regarde l'Ukraine et la Russie, c'est pas du tout pareil. L'Ukraine et la Russie, c'est quotidien, il y a tout le temps des exactions de commises et des choses pas très nettes de fait, avec des vidéos qui sortent, tout ça. Donc on n'est pas du tout sur le même respect du droit international, et sur ça, l'armée française, on peut le dire, Non, c'est carré. Non, c'est pour ça. Donc pour les jeunes qui hésitent à s'engager par rapport à ce point-là, parce que je sais que parfois ça arrive, c'est un métier où oui, la finalité, ça reste la mort. C'est une des finalités. Évidemment, il y a plein de métiers. Il y a des métiers qui n'y sont jamais confrontés. Et moi, j'ai pris le matériel. C'est une arme où on est moins confronté à ça. Maintenant, c'est un choix de carrière dans lequel on peut facilement être aligné avec ça. Et là, Maxence nous explique que lui était aligné avec ce métier, avec cette finalité-là possible. Et la plupart des militaires se sentent très bien avec ça. Et il faut juste en être conscient au début en faisant ce choix de carrière. Et derrière, tout est fait pour se sentir bien avec le métier dans lequel on est. À partir du moment où on est en accord avec la politique française et ce qui est fait, il n'y a pas de raison que ça aille pas. Oui, et puis même si des fois tu peux avoir des écarts parce que chacun est personnel, chacun a ses opinions politiques. Après, c'est vrai que dans l'armée, tu n'es pas censé, tu es un instrument de cette politique, mais effectivement, comme tu l'as très bien dit, il y a des règles et des règlements qui font que justement, même si tu n'es pas d'accord, quelque part, tu le feras correctement. Ouais. Ouais, voilà. Mais justement, ouais, on a un instrument de la politique, mais après, quand on n'est plus en accord, il vaut mieux partir. Oui, et ça, c'est le cas. Ça arrive souvent. Il y a souvent des officiers qui partent et qui disent moi, je suis plus en accord. Bon, les militaires du rang et sous-officiers pour l'armée de terre, c'est plus rare. Mais officier, c'est vrai que c'est un point qui est plus important de savoir si on valide ce qui est fait. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Tout à fait. J'ai une petite question que je me pose à titre personnel. Ouais. C'est pour toi, est-ce que les avions de chasse et les pilotes de chasse pourront être prochainement remplacés par des systèmes entièrement automatisés? Parce que le F-35 américain, du coup, qui a remplacé les F-18, a été développé un petit peu dans cette optique-là. Ouais. Est-ce que, avec le futur avion de chasse européen et tout, on pourrait y arriver d'ici, je sais pas, une vingtaine d'années ou... Ouais, malheureusement, je pense qu'on va y arriver. Alors, je pense qu'il y aura toujours quand même quelque part un humain, quelque part. Tu vois, le nouveau projet, là, alors je crois que de mémoire, c'est le SCAF. Oui, le SCAF. Notamment le drone d'assaut qui est censé voler avec un Rafale. Et en fait, c'est un peu une escadrille, un Rafale et ces drones armés avec lui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, alors c'est toujours été mathématique. Hein, tu sais, on a beau inventer des tactiques incroyables et être super fort, le meilleur pilote du monde. Si en face ils sont 8 et que toi on n'est que 4 et qu'en face ils ont 20 missiles et toi tu n'en as que 8, et ben, il y a un moment donné, c'est en face c'est le nombre qui fait la force, quoi. Donc effectivement, si toi tu envoies que ton Rafale, entre guillemets, avec tes, j'en sais rien, 4 drones équipés de 10 missiles, effectivement, ouais, ça va donner un impact stratégique, un impact tactique et stratégique très fort. Donc après, je pense que si on arrive à faire ça, mais toujours... Donc pour toi, ce serait, oui, à fond, on aura des méga super drones, mais avec un avion de chasse en plus. Ouais, du coup, ce serait l'avion de chasse qui guide des drones en plus. Oui, c'est ça, toujours avec le côté humain. Alors après, comment ça va se passer? Peut-être avec l'intelligence artificielle, ils seront plus ou moins autonomes, ils arriveront à s'inscrire. Mais moi, je pense que ça va se dessiner une guerre un peu de ce type-là. Ouais. Tu sais, même les avions américains qu'on parle, le F-22, tu vois, il est censé être... on appelle ça la situation awareness, c'est vraiment avoir la situation du combat la plus parfaite possible. Donc en fait, généralement, la tactique, là, c'est qu'il soit un peu employé en deuxième rideau, si tu veux, et qu'il soit donneur d'ordre aux autres avions de chasse, type Rafale, Eurofighter, etc. Et que ce soit un peu et qu'après, ils rentrent on va dire dans la mêlée, vraiment à la fin, quand le boulot a été fait des autres. Bah, j'imagine un peu, peut-être que j'invente, hein, mais peut-être que ce sera un peu ce même système. C'est-à-dire que l'humain, dans son avion de chasse, est protégé derrière et qui gère, si tu veux, sa guerre aérienne avec ses drones devant et qui fasse la guerre. Parce que voilà, encore une fois, c'est la guerre propre, c'est-à-dire que
Au pire, si on s'en fait descendre un, c'est que du drone. Il n'y a pas de pilote dedans, parce que, comme on l'a vu, un pilote, ça coûte très cher, c'est 8 ans. Il y a le côté humain. Un pilote qui s'éjecte, il faut Et le aller côté le récupérer. média aussi. Ouais, voilà. Ouais. Un pilote qui s'éjecte dans le territoire ennemi, si tu le récupères, c'est un gros politique. Ouais. Et puis, ça demande beaucoup de risques pour aller le rechercher. Parce qu'on va tout faire pour aller le chercher, bien sûr. Donc, en vrai, on va mettre des moyens, alors qu'un drone qui tombe par terre, on s'en fiche, quoi. C'est fini. Hein. On va en À la limite, on le rebombarde, histoire qu'il n'y ait rien qui soit récupéré. Oui, exactement, mais bon, quelque part, c'est pas. Donc, je pense que malheureusement, on va y arriver, et peut-être même sur des. Peut-être pas des missions complexes comme le combat aérien, etc. Encore que maintenant, avec les projets de l'intelligence artificielle, je crois qu'ils ont fait voler un pilote de F-16 contre un F-16 piloté par l'intelligence artificielle, et je crois que c'est l'intelligence artificielle qui a gagné, je crois. J'avais vu un truc comme ça. Alors, je regarde pas beaucoup donc après, les défense. Comment ils ont simulé ça, j'en sais rien, mais après, peut-être que l'humain, il y a toujours ce petit côté, tu sais, de s'adapter. Tu vois, l'armée de l'air française, typiquement, on est très fort pour ça aussi. On est reconnu dans toutes les armées de l'air, on va dire, étrangères. Tu vois, les Américains, ils ont le nombre. Ils sont très procéduriers, c'est-à-dire qu'un jour, ils vont se retrouver en face de 2 avions de tel type. Et ben, ils ont, dans la limite, ils ont qu'à regarder dans un espèce de catalogue et ils savent quelle tactique adopter parce qu'ils ont des gens qui ont réfléchi en disant cette tactique-là, c'est la meilleure à adopter, c'est celle-là qui marche. Mais ça, c'est le modèle américain, c'est fou, exactement. mais ils sont très, très, très carrés là-dessus. Alors que nous, on va plutôt être dans l'adaptation permanente tout le temps. Et du coup, un peu couteau suisse, c'est-à-dire s'adapter à telle situation. On n'a peut-être pas réfléchi. C'est l'apprentissage de la réflexion et de comment. Comment on va réfléchir tout le temps. Ça, c'est historique en fait. C'est fou, mais c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est le côté résistance et tout qui a donné ça et qui a donné vraiment le côté. Mais c'est hyper intéressant sur le modèle des. En fait, on a deux. Le côté de moyens manquants. Aussi. Non, mais la résistance, c'est ça. C'est pas beaucoup de moyens. Il fallait se débrouiller avec ce qu'on avait. On a 2 gros modèles d'armée. On a le modèle américain qui est très très carré. Et même dans le quotidien, c'est on dénonce le camarade qui fait de la merde et tout. On a le côté européen où c'est beaucoup plus dans l'adaptation. Après, il y a des petites variations. Les anglo-saxons sont un peu plus carrés que les Français. Cette culture-là aussi, les Anglais, les Hollandais, en fait, ils sont dans l'entre-deux. Ils sont un peu dans l'entre-deux. Mais du coup, c'est vraiment super intéressant de voir ça. Pardon, reprends. Du coup, nous, on a cette capacité, tu vois, de l'humain de toujours à s'adapter, etc., face à une nouvelle situation. Est-ce que l'ordinateur sera capable de le faire? Certainement avec les avancées, mais je pense que pour l'instant, le Rafale, il a encore quelques belles années à venir, mais après, est-ce que dans 40 ans, dans les 20 prochaines années, je suis quasiment sûr que oui, puis le projet SCAF va dans ce sens-là, c'est-à-dire, c'est pas un emploi tout seul, c'est un emploi avec un autre Rafale avec lui, dans quelque chose de mêlé. Après, peut-être que dans le futur, prochaine, on va dire la génération encore après, ça, j'en sais rien du tout. Je peux pas te dire. C'est compliqué là. Ça va tellement vite. Quel est l'avantage d'un avion de chasse par rapport à un drone Reaper qui peut faire des frappes? Alors, je me pose même moi la question. C'est quoi l'intérêt C'est vrai que sur les conflits, on va dire modernes, si tu veux, actuels, on va dire de juste surveiller un théâtre. Effectivement, un drone Reaper, globalement, il est meilleur parce qu'en fait, déjà, il peut rester plus longtemps. Il n'a pas besoin de ravitailler. L'opérateur, limite, il va faire un café ou il se fait remplacer par quelqu'un d'autre au bout de 3 heures s'il a envie de faire une pause. Alors que le pilote de chasse, il est dans son avion, il est contraint, dans un petit cockpit, tout est compliqué. Non, l'avion de chasse, sa grosse force, c'est... là, on n'a pas encore connu ce genre de conflit non plus, mais le jour où il va falloir, tu vois, affronter, je sais pas, un pays, on va dire... de la haute intensité. De la même intensité, voilà, je sais rien, on parle de la Russie en ce moment, mais etc. Mais quand on va vraiment se faire attaquer par d'autres avions de chasse, de chasseurs, là, le drone, il ne sait pas faire du combat aérien, défendre son espace aérien. Il y a toute une guerre aérienne, nettoyer le ciel. On parlait, le dernier conflit, je pense comme ça, et encore il y en a peut-être eu avant, mais la guerre du Golfe, tu sais, c'est grâce à la puissance américaine, ils ont pu vraiment nettoyer le ciel. Même en Libye, les premières opérations qui ont été faites, c'était quoi? C'était dégager le ciel, c'est-à-dire les derniers chasseurs libyens, on les a bombardés au sol, et pour être sûr que le ciel soit libre. C'est la première garantie, c'est d'avoir la suprématie aérienne. Et après, effectivement, tu peux mettre tes drones, tu peux mettre ce que tu veux. Mais tant que tu n'as pas il faut un avion de chasse pour faire ça. Si tu n'as pas d'avion de chasse, tu ne pourras pas gagner cette suprématie aérienne. Et pareil, la frappe en profondeur, tu vois, notamment attaquer je sais pas moi, une usine d'armement, tu sais, comme ça a toujours été pareil, je veux dire une usine de canons ou de chars qui est en profondeur protégée. Et là, pour le coup, alors il y a aussi les missiles balistiques, mais il va falloir aussi peut-être le larguer avant avec et c'est un avion de chasse qui sera capable de le faire parce que pareil, il faudra rentrer dans le territoire pour aller voler bas, se soustraire peut-être à des émissions électromagnétiques, à des défenses solaires, etc. C'est un drone, je ne pense pas qu'il soit capable de le faire. Enfin, en tout cas, pas un drone Reaper, qui vole bas,
en fait, qui est relativement vulnérable. Hein. S'il n'a pas justement des avions de chasse pour le protéger, eh ben, le drone Reaper, il se fera abattre dans la foulée. Si tu rencontres, on va dire, une puissance qui a à peu près les mêmes qualités que toi, les mêmes capacités. Là, c'est sûr que face à l'État islamique, avec juste des systèmes solaires relativement faible portée, oui, là, ça marche très bien. Ou au Mali, au Niger, ça marche, mais ouais, c'est dans un conflit d'envergure, même un pays un peu plus fort, c'est terminé. Ouais. De moment qu'il a une aviation d'armée de l'air, il t'en faut une aussi. Voilà. Ouais, donc, pour toi, aujourd'hui, l'avenir, c'est quand même d'avoir toujours un pilote avec un avion de chasse plus des drones pour du conflit de haute intensité, donc de la guerre symétrique. Et pour ce qui est de la guerre asymétrique, là, le drone, il fait très bien son travail. Ah oui, complètement. Ouais. C'est vrai que le drone, pour le coup, est complètement dans son domaine d'emploi. On va dire dans les conflits, comme on disait, assez de faible intensité, contre la guerre, contre le terrorisme, etc., qu'on rencontre le plus majoritairement du temps. Là, en ce moment, là, ouais, le drone est très bien. Mais d'ailleurs, est très employé en Afrique, etc. Il est employé partout. Hein. Ok, super. Et pour toi, pour revenir un petit peu à ta carrière, à revenir à ton parcours, c'est quoi pour toi ce qui t'a permis de faire tout ça, les qualités qui sont essentielles pour y arriver et on va dire, les défauts à ne pas avoir? Ouais, les qualités. Alors moi, quand je vois un jeune qui a envie de faire ce métier-là, parce que j'en côtoie forcément au quotidien, je pense que la plus grande des qualités, c'est la motivation. Voilà, c'est vraiment se dire, je veux faire ce métier et être convaincu qu'on a envie de le faire. Et c'est pas de la hargne, mais vraiment la volonté de le faire. Parce que après, on en parlait, les qualités physiques, globalement, à part la visite médicale qui est malheureusement une sanction, voilà, ça tu n'y peux rien. Voilà. Le reste, globalement, j'ai envie de te dire, tu vois, moi quand j'étais jeune et quand je voulais être pilote de chasse, même mes parents presque doutent de toi, tu sais, ils voient les avions. On se dit que c'est impossible. Je me rappelle toujours de ma mère, on faisait un meeting aérien, elle voyait l'avion de chasse voler, elle me disait mais jamais tu pourras faire ça. Alors je pense que c'était plus la maman inquiète, tu sais, qui parlait, que de se dire tu n'as pas les capacités de le faire. Mais tu sais, je l'avais pris dans les gants en disant ouais, tu verras, j'y arriverai un jour. Je comprends. Ou la prof de maths qui dit ah mais il faut faire maths sup, maths spé, t'es sûr que tu as les capacités. Enfin voilà, c'est compliqué comme métier, tu devrais réfléchir à faire autre chose. Non, il faut croire en soi, c'est motivation et se donner la peine. Donc ça, je pense que c'est la... Et parce qu'on en parlait, alors même si maintenant, on l'a dit, la formation est beaucoup plus professionnelle, etc., elle reste notamment quand même relativement dure. Et je pense que justement, c'est cette motivation qui va te permettre de te relever au moment où tu vas avoir ce petit coup de doute, cette petite perte justement de boost, etc. Et c'est ça qui va te remettre dedans en se disant, bah, tiens, qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais enfant, qu'est-ce qui me motive vraiment. Et ça, je pense que ça se cultive voilà, en regardant ces vidéos, en discutant, je pense, avec des pilotes, pas forcément avec les gens qui recrutent au CIRFA, etc., mais vraiment se rapprocher de gens qui sont dans le cœur du métier. Et ça booste. Et puis aller voir les avions, etc., ça fait toujours plaisir. Après, les qualités, je pense qu'il faut... alors c'est tout bête, mais je pense qu'il faut un espèce de... On en parlait tout le temps, mais c'est l'espèce de bon sens paysan. Voilà, on dit tout le temps, il faut être bons yeux, il faut être bon fort en maths, etc. Moi, voilà, je pense que ça, c'est complètement faux. Tu l'as dit, il y a même des gens qui ont fait littéraire. Alors, je n'ai pas du tout ce préjugé, hein, mais je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir un cursus scientifique pour y arriver et comprendre ce qui se passe. C'est relativement logique en fait, piloter un avion, etc. Okay. C'est plus du bon sens. C'est plus de la mais il n'y a pas du bon tout besoin des maths après dans le métier? Un petit peu, si tu veux, mais vraiment basique. Voilà, un petit peu dans la partie théorique, tu sais, la TPL de ligne théorique, il y a des calculs de performance, etc. Mais c'est relativement simple, vraiment. Il n'y a rien d'insurmontable. Il n'y a pas vraiment, pas tout savoir calculer la poussée de l'avion, des trucs comme ça. Pas du tout, non, pas du tout. Non. Ça, c'est vraiment le côté ingénieur qui construisent les avions. Et complètement. Non, ça reste relativement simple. Bah, tu sais, il faut imaginer que c'est le même brevet que passent tous les pilotes de ligne. C'est le même fonctionnement, plus on rajoute quand même la partie armement. Peut-être guider la bombe. Après, voilà, les cours, on va dire, c'est technique, mais on va t'expliquer comment on fonctionne. Ouais, il faut avoir une petite appétence quand même pour la chose technique, parce qu'on rentre un petit peu dans les systèmes, notamment avec les mécaniciens qui t'apprennent comment ça fonctionne pour pouvoir l'utiliser. Mais après, l'utilisation quotidienne, globalement, c'est comme... je sais pas, tu vois, tu conduis ta voiture tous les jours, tu mets la clé dans le contact, tu te demandes pas pourquoi ça explose à tel endroit, le rendement de ton moteur, tu t'en fiches, tout ce que tu veux, c'est que ça marche, quoi. Et après, c'est plus du bon sens, comme on l'a dit, c'est savoir prendre des décisions relativement rapidement, pas forcément la meilleure parce que tu n'as pas le temps, c'est juste... celle que tu estimes la moins pire, on va dire, dans l'intervalle de temps qui te reste, quoi. Parce que forcément, tu es dans un mobile qui avance, des fois, parfois vite, dans un chasseur. Et là, à un moment donné, il faut prendre une décision, quoi. Voilà. C'est ça un peu plus les qualités. Et puis,
En fait, on parle beaucoup de pilotage, etc., technicité, mais en fait, maintenant, dans les avions de chasse, c'était valable avant, dans les avions, c'est même encore vieux, 60, 70, vraiment les avions qui se pilotaient vraiment, tu vois. Maintenant, j'ai envie de te dire qu'un avion de chasse type le Rafale, il est hyper simple à piloter. Voilà, c'est des commandes de vol électrique, mais en fait, tout est fait pour simplifier le pilotage de l'avion, justement parce que le pilote, il a beaucoup, beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire qu'on en a parlé, comment ça s'appelle, le champ de bataille moderne, il est complexe. Voilà, il y a des communications avec. Déjà, il faut que toi, tu puisses répondre à ton équipier. Déjà, l'arme, tu voles jamais tout seul, hein, soit deux, soit quatre. Donc, il faut que tu puisses répondre. C'est comme un jeu d'équipe, tu sais. Déjà, je pense que le sport d'équipe aussi, ça peut aider. Moi, je suis pas trop là-dedans, mais je pense que ça peut aider parce qu'au final, c'est un sport d'équipe où est-ce que je suis par rapport à mon leader, à mon équipier, etc. Et comment je m'inscris dans une tactique un peu comme je sais pas, moi, au football américain ou au football, comment on va s'inscrire. Non, mais c'est bête, mais c'est vraiment ça. Et puis après, c'est dialoguer avec le contrôleur, la WACS, comprendre la situation qui se passe au sol, etc. Donc c'est un peu, on appelle ça, tu vois, la situation harness, mais c'est vraiment. Alors ça se développe, ça se travaille. Mais ça, c'est aussi une qualité, voilà, c'est d'avoir une espèce de capacité, on va dire, à se positionner, voir sa position et tout dans ce qu'il y a autour. Et tout ce qui se passe autour de toi, d'avoir une espèce d'avoir une conscience de la situation globale autour de toi. Ça, c'est le client. Ouais. Ça, c'est le cas un peu, je dirais, pour tous les officiers dans l'armée. Ouais. À partir du moment où ils font de l'opérationnel, il faut avoir cette conscience-là de ce qui se passe, de qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il y a autour de nous. Mais c'est pareil, j'imagine que vous, en fait, c'est même parce que plus dur, parce que moi, alors je connais rien du tout à l'infanterie, mais tu vois, ce que tu vois dans les films, etc. Mais comment le commandant a la conscience de la situation, tu sais, dans une action de feu, en se disant, j'ai l'ennemi est là-bas, je le discerne à peine, il y a des gens partout, on est en formation, c'est vite le... Dans l'armée de terre, quand on regarde sur une carte, il y a des unités de partout. Ouais. Mais une unité, elle a autour d'elle 2-3 unités. Donc ça réduit. Et même quand il y a une action de feu, ça va être rapidement, tout le monde court dans tous les sens, il y a les ordres à la radio, tu vois, ça peut être vite compliqué. Et c'est vrai que après, ça va vite être temporisé. En fait, le but d'une action de feu, c'est de tout de suite prendre une réaction et vite temporiser pour avoir un petit peu de temps pour réagir. C'est ça qui va se passer. Après, personnellement, je n'ai pas vécu ça. Oui, non, mais... Mais c'est ce qu'on voit dans les vidéos, c'est ce à quoi on s'entraîne et on cherche rapidement à temporiser pour faire en sorte de pouvoir prendre la meilleure décision après. D'accord, ok. Ouais, c'est un peu la même chose. Nous, on se raccroche à des schémas tactiques qu'on a déjà vus, à ce qu'on a briefé, etc. pour essayer de se remettre dans une situation, comme tu l'as dit. C'est un peu la même chose, dans une situation connue qu'on maîtrise pour justement se préserver. Ouais, mais voilà, moi je pense que c'est les grosses qualités et puis après, c'est une grosse capacité on va dire de remise en question permanente parce que c'est pas un métier où on peut se dire tiens maintenant c'est bon j'ai fini la formation ou alors je suis pris maintenant ça va dérouler tout seul. Il faut tout le temps se remettre en question, se dire là je vais apprendre quelque chose d'un tel, etc. Tout le temps dans toute la carrière, voilà. Parce que comme je t'ai dit c'est un avion qui évolue, même les tactiques évoluent, tout évolue. Donc en fait il faut tout le temps se remettre en question, voilà. Donc voilà, je pense que c'est à peu près les grosses critères, je dirais. Génial, merci pour ce partage de qualité. Je pense que ça intéressera tous ceux qui veulent devenir pilote de chasse là. Et j'avais vu les pilotes de la patrouille de France répéter qui faisaient beaucoup de préparation mentale, de visualisation de leur vol. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu faisais? Oui, et ça c'est ce qu'on fait quasiment… tous les jours? Pas tous les jours, mais alors maintenant je le fais plus trop, mais quand j'étais élève pilote, typiquement, on appelle ça, c'est se mettre sur une chaise en fait, tout simplement, tu te mets sur une planche ou même visuellement, c'est-à-dire que tu te refais le vol complètement. Dans des phases d'apprentissage, c'est vrai que c'est hyper utile, parce qu'en fait tu refais le vol une première fois, tu vois même déceler, etc. Et je dirais même que quelque part ça t'aide à vaincre un peu le stress que tu pourrais avoir de l'inconnu, tu sais, le côté je sais pas ce qui va m'arriver. En fait, tu l'as déjà vécu toi. Tout seul en te faisant le vol, etc. Et après, tu seras plus à même justement, je ne sais pas moi, si t'arrive quelque chose en face de toi, une mauvaise météorologie ou un événement imprévu, tu t'es déjà plus ou moins préparé. Toi déjà, tu connais exactement tes partitions, c'est un peu comme des gammes en fait, tout simplement. Et au moment donné où si tu vas avoir quelque chose d'imprévu, au moins la partie gamme elle est maîtrisée et tu n'as plus qu'à t'adapter, le reste… mais tu n'as pas la surcharge de déjà je ne maîtrise pas ce que je suis en train de faire et en plus il m'arrive un imprévu et là c'est parti, c'est le château de cartes qui s'écroule, c'est terminé quoi. À fond. Et mais si on le faisait tout le temps et moi j'étais dans une petite patrouille pareil de démonstration et avant chaque vol ils appellent ça la musique, là c'est la préparation mentale où ils se refont exactement le vol, où tout le monde se parle, etc. Et ça c'est hyper utile pour justement se mettre on va dire déjà dans l'ambiance du vol.
Même encore maintenant, tu sais, en aéronautique, on se briefe avant chaque décollage, on se répète les 4 pannes au décollage qui peuvent nous arriver et quelles vont être les actions réflexes qu'on va se faire. En fait, c'est une préactivation mentale qui te permet au moment donné, si ça t'arrive, eh ben, alors je ne saurais pas l'expliquer, je ne suis pas un neurologue, mais globalement, tu es déjà prêt, quoi. En fait, tu t'es déjà préactivé ta mémoire et tu sais que si jamais ça arrive, ok, je viens de le dire à l'instant, il y a 5 secondes, je me suis briefé ça et je sais exactement quelle action je dois faire dans mon cockpit. Voilà, pour certaines situations, après on ne peut pas tout répéter tout le temps. Hein, oui, mais, voilà. C'est clair. Mais oui, bien sûr, ouais, ça s'emploie en permanence. Ouais. Génial. Ouais, mais ça, c'est quelque chose que je faisais moi à titre personnel dans le sport et qui se fait beaucoup dans le sport de haut niveau. Ouais. Et que je recommande à chaque personne qui veut rentrer dans l'armée de le faire pour ses tests, Ouais, de le faire pour vraiment sa prépa et tout, pour être à l'aise une fois qu'on y est. Et visualiser, ça permet de le vivre une première fois. Exactement. Pour le cerveau, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de différence. Exactement, ouais. Et donc, j'étais curieux de savoir à quel point. Je me doutais que tu l'avais fait, mais je ne savais pas à quel point tu le faisais. Si. Même encore maintenant, en apprenant un nouvel avion, tu sais, tu te répètes quand même, tu te refais tes procédures plusieurs fois dans la tête. C'est de la mentalisation tout simplement, ouais, exactement. Génial. J'ai quelques questions maintenant des membres du serveur Discord, du Discord Santarmy, pour ceux qui voudraient le rejoindre, qui se trouve sur Internet facilement. Ces questions-là, la première, c'est il y a eu récemment un accident avec un avion, avec un Rafale en Inde. Ouais. Et du coup, ce serait, qu'est-ce que tu penses du niveau des pilotes indiens? Je ne sais pas si tu as pu les voir. Qu'est-ce que tu penses de leur niveau? C'est difficile. Alors, pour en parler, moi, je ne pense pas que je déflore un secret non plus, mais en fait, moi, quand j'étais instructeur sur Rafale, j'étais notamment en charge de l'entraînement des pilotes clients du Rafale, si tu veux. Donc, en fait, on a eu des pilotes indiens qui sont venus chez nous. Ouais, tout à fait. Génial. Donc, c'était les premiers Indiens. Alors, c'est toujours pareil, c'est les premiers qu'on touche. Enfin, si tu veux, c'est des pilotes très expérimentés, généralement, qui étaient même amenés à devenir commandant d'escadron, puis instructeurs, etc. Et après, ils se sont formés. Et après, tu sais, tu as Dassault Aviation qui a aussi ses propres instructeurs qui les forment aussi en Inde, etc. Ils ont un espèce de suivi, si tu veux, opérationnel. Mais après, eux, les Indiens, ils ont tous été globalement très friands d'être autonomes, c'est-à-dire de faire leurs propres procédures tout de suite. Donc globalement, c'est vraiment tenu au minimum, c'est-à-dire vraiment leur apprendre comment fonctionne l'avion, etc. Après, ils ont leurs propres tactiques, etc. Après, globalement, non, c'était plutôt des pilotes. Nous, je te dis, encore une fois, on a touché des gens très expérimentés. Donc après, je ne peux pas te dire le niveau moyen de l'Indien, mais globalement, non, c'était équivalent du pilote occidental. Ils avaient en tout cas un très bon état d'esprit. C'est rigolo parce qu'on a côtoyé plein de pilotes différents nationalités. Il y a toujours un petit peu cette... Je ne saurais pas comment expliquer ça, mais ce côté un peu pilote de chasse, tu sais, on fait tous un métier de passionné, on aime les avions, etc. Et il y a toujours un peu cette espèce d'état d'esprit commun, on va dire. Voilà. Génial. Et donc, ils avaient cet état d'esprit aussi, en tout cas, de leur côté. Après, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ce serait compliqué avec les systèmes solaires. J'ai pas du tout regardé ce qui s'était passé. Puis de toute façon, est-ce qu'on le saura vraiment un jour? C'est compliqué. Ok. Est-ce que tu aurais une dernière histoire, dernière anecdote à nous partager? Non, anecdote, non, je ne vois pas, il y en a tellement comme ça. Mais non, après, moi, ce que je conseille à tous les jeunes qui veulent faire ce métier, c'est vraiment de croire en eux. Voilà, tout simplement, vraiment de s'accrocher à fond, de ne pas écouter ce qu'on dit à droite, à gauche, une bonne vue, etc. Comme on l'a déjà dit. Voilà. Mais que ton rêve, ce soit de faire de l'infanterie, les forces spéciales, pilote de chasse, voilà, il faut s'accrocher, croire à fond en son rêve et se préparer, parce que c'est pas non plus, faut pas non plus être qu'un rêveur et se mettre sur son lit et se dire tiens un jour je serai pilote de chasse. Non, il faut se renseigner, il faut aller voir les gens. Moi, tu vois, typiquement, moi je pensais que pour être dans l'armée de l'air, voilà, ça va être un peu une dernière petite anecdote là. Typiquement, moi quand j'étais au bureau de recrutement, il n'y avait pas tout internet, etc. C'était pas si facile de trouver des informations, notamment sur le recrutement des pilotes de chasse. Et moi j'étais persuadé qu'il fallait faire Maths Sup, Maths P, l'école de l'air, etc. Et des fois, c'est des rencontres toutes bêtes. J'étais allé à un salon du Bourget, il y avait un élève pilote à côté de son Alpha Jet. Là, il était à l'école de chasse à Tours, donc 10 ans avant moi, grosso modo. Et je viens le voir, etc. Je lui dis, moi aussi, je voudrais être pilote de chasse. Et lui, il m'a dit, ah non, et je lui demande le chemin pour la tente du recrutement, pour avoir des renseignements, etc. Il me dit, non, mais va pas dans cette tente-là, ils vont que devant de la voie royale, Maths Sup, Maths P, l'école de l'air. Moi, j'ai fait une filière, ça s'appelle les ORS. Et là, il commence à m'expliquer la fameuse filière européenne. Génial. Mais ils t'en parleront pas parce que c'est pas connu, c'est pas la voie parfaite.
Et il commence à m'expliquer voilà, que nous, il fait que voler, il va faire ça pendant 20 ans, etc. Mais je lui dis, mais c'est exactement ce que je veux faire. Enfin, en fait, Donc il t'a sauvé. Rien. Ouais, exactement. Et sinon, j'aurais pas su. Et c'est après que je suis allé dans mon CIRFA de recrutement en disant, moi, je vais faire telle filière. Et là, alors, j'ai rien contre eux, mais ils ont certainement plein de filières. C'est pas sa spécialité non plus. Et là, il a fouillé, il allait chercher la bonne brochure qu'il connaissait peut-être même pas. Et là, il a pu m'orienter correctement, quoi. Voilà. Mais des fois, c'est tout bête, mais c'est aller au devant des gens, discuter, ne pas avoir peur. Voilà, sur les meetings aériens, il y a bientôt la saison estivale qui va commencer, donc justement la patrouille de France, plein d'autres pilotes de chasse, du Rafale, etc., du Rafale Solo Display qui vont être un peu partout. N'hésitez pas à y aller, allez-y, et puis soyez pas timides, allez leur discuter, ils sont là pour vous, ils sont là pour ça surtout. Et ils seront ravis, comme moi aujourd'hui, de vous dispenser des conseils, parler de ça avec vous, etc. Et ça vous permettra de garder la motivation. Voilà. Merci beaucoup pour ces conseils et génial pour ces idées-là, pour tous les jeunes qui peuvent écouter et qui sont intéressés par le métier. Et toi aujourd'hui, donc maintenant tu es toujours pilote. Oui. Qu'est-ce que tu fais exactement ? Alors maintenant, donc, je travaille dans une société qui travaille pour la Marine nationale et donc toujours un petit peu en lien avec l'armée. Donc je pilote un avion qui s'appelle le Falcon 20, donc c'est encore un avion d'assaut aviation mais qui a quasiment 60 ans, donc c'est un très vieux monsieur ou une très vieille dame, comment on appelle ça. Et on fait du tractage de cibles pour entraîner la Marine nationale à tirer sur des cibles tout simplement. Donc ça participe à la préparation des forces. Voilà. Donc ça veut dire que tu pilotes un avion et on tire dessus derrière, c'est ça, exactement. Voilà. Il y a un long câble qui fait quasiment 5 km de long, il y a une cible derrière, et comme un gros cerf-volant, on peut imaginer ça comme ça, et je passe devant le bateau, et j'espère que le bateau ne tire que sur la cible. Et on participe aussi à l'entraînement de nos pilotes, des pilotes marins, des Rafales marines en division. On fait prochainement une campagne de tir pour eux, pour l'entraînement au combat aérien, et voilà, ça fait partie aussi de leur capacité opérationnelle. Généralement, c'est la qualification des jeunes pilotes pour être aptes à la mission de police du ciel. D'ailleurs, on n'en a pas trop parlé, mais voilà, police du ciel, tirer avec encore une fois, se servir de son avion comme d'une arme et s'entraîner à tirer au canon, cette fois-ci avec un Rafale et pas avec un pistolet. Génial. Voilà. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas à aller aussi, on a parlé beaucoup de l'armée de l'air, mais j'ai rien contre la marine, au contraire, je trouve ça génial. J'aurais adoré faire pilote de l'aéronaval, mais ils m'ont appelé après la marine, l'armée de l'air. Mais je trouve en plus, on se pose sur un porte-avions, ça va être un truc incroyable. Mais pour le coup, eux, ils partent plus longtemps en mission ? Je crois qu'ils partent plus longtemps, ouais. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que les déploiements sont assez différents. Je crois que c'est quasiment 4 mois. Après, ils font des relèves de flottilles. Ce n'est pas des escadrons, ils appellent ça des flottilles. Okay. Ils peuvent relever éventuellement leurs équipages au sein d'une même mission. Si par exemple, le porte-avions part 6 mois, je crois qu'ils font des relèves d'équipage. C'est quand ils font escale, etc., à différents moments. Voilà. Bon, okay. Après, il faudrait interviewer un marin. On verra pour ça. Pourquoi pas, ouais. Trop bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup Maxence pour ce podcast. C'était un plaisir. J'espère que ça a été… Pour moi aussi. Merci de nous avoir regardé, d'avoir regardé la vidéo. Mettez un maximum de j'aime, des commentaires. Si vous voulez un programme pour devenir militaire, vous avez ça en description. Laissez des j'aime à Maxence et posez-lui des questions en commentaire s'il en reste. Comme ça, on verra. Je demanderai à Maxence pour répondre au mieux. Et j'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous dis à très vite. Abonne-toi, force!